Mesdames, Messieurs, bonjour et merci d'être encore en direct sur Info TV. Nous ferons encore ce pourquoi nous sommes payés ce vendredi matin. Nous sommes payés pour vous donner l'information. Rien que l'information et toute l'information. Maintenant, dans le cadre justement de ce programme, nous vous donnons cette information en toute convivialité. Nous sommes vendredi, on fera un effort d'être relax. Vendredi 10 mars 2023. Tout à l'heure, vous aurez la revue de la presse de Théophile Vianibia. Ne manquez surtout pas la dénonciation de ce jour qui sera encore très intéressante, comme toutes les autres dénonciations. On terminera par l'instant de l'analyse. Et parlant de cette analyse ce vendredi matin, on essaiera de comprendre pourquoi certains hauts commis de l'État refusent d'aller à la retraite. Qu'est-ce qui peut expliquer le fait que ces hauts commis de l'État pensent qu'ils doivent travailler de manière éternelle? Certains indicateurs font état de ce que ils sont nombreux. Les recteurs, certains qui ont atteint l'âge de la retraite. Ils sont nombreux, les gouverneurs qui ont atteint l'âge de la retraite. Pourquoi ne vont-ils pas à la retraite? Ce matin, nous en parlons afin que nul n'en ignore. Si vous êtes en direct sur Info TV, vous avez fait le meilleur choix. Vous êtes d'ailleurs des téléspectateurs privilégiés. Je commence par accueillir ces invités qui répondent déjà présents ce matin. Monsieur Tayo Kamge, bonjour. Oui, bonjour. Merci à vous de nous avoir invités sur votre plateau, que nous savons suffisamment relever. Quand je vois les combattants de l'intelligence qui sont en face de moi, je me dis bien que, enfin, je dis combattants, je veux dire les personnes suffisamment éveillées, quoi. Je parle pas de combattants au sens guerrier, quoi. Mais je veux dire que ce sont des gens qui ont une agilité intellectuelle suffisamment brave, avec qui je pense qu'on pourra échanger. Tayo Kamge est chef d'entreprise. Il est à la tête de plusieurs entreprises au Cameroun. On l'a connu comme étant le promoteur de Radio Cheikh Anta Diop, mais également promoteur d'un institut supérieur de formation. C'est exact, monsieur Tayo Kamge? Oui, effectivement, vous savez qu'au Cameroun, on doit faire plus d'une activité. Non pas parce qu'il faut vivre, mais parce qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et que si on ne fait qu'une seule chose, il y a, au vu de ce qu'il y a à faire, ce serait très embêtant, quoi. Donc, il y a beaucoup de choses à faire. Comme en ce moment, je m'essaye aussi dans la gastronomie. Et, parce que je pense sincèrement qu'il faudrait ouvrir au Cameroun une formation en design culinaire et gastronomie africaine. L'enjeu étant que la cuisine africaine sorte du ghetto dans lequel elle se trouve et pour qu'elle accède aux grands restaurants et qu'elle s'exporte, il faudrait qu'on retravaille du moins la manière dont elle est préparée, ou surtout dont elle est présentée, quoi. Donc, au niveau de la forme, au niveau des couleurs, il faudrait travailler ça. Il faudrait travailler non seulement sur le contenu, mais il faut aussi travailler sur le contenant, les assiettes qui vont avec, les verres qui vont avec, n'est-ce pas? Tout ça doit être revu. Pour qu'effectivement la cuisine camerounaise ou africaine soit de nouveau exportable dans l'état actuel. Elle est difficile. Donc c'est une autre passion que j'ai en ce moment. Merci beaucoup. On vous souhaite bon vent. En face de vous, on accueille Eric Achelenko. Eric, bonjour. Bonjour, parfait Haïti. Bonjour à tous ces mineurs qui sont là ce matin et avec qui on va échanger. Surtout bonjour à vos millions de téléspectateurs ainsi que l'équipe technique derrière toutes ces machines qui sont à notre service. Eric Achelenko, lui, il est analyste socio-politique, de plus en plus apprécié par la qualité de ses interventions, la pertinence de ses idées. Mais surtout, il est resté cohérent, parce qu'on connaît également certains analystes qui sont d'une incohérence déconcertante. Eric Achille, merci d'être là. À côté d'Eric Achille, on va accueillir notre consultant de tout temps, mais également de tous les temps. On ne le dira jamais assez, c'est le seul qui nous restera lorsque tous les autres auront fui. Et Pierre Blérung, bonjour. Bonjour, papa, ici. Vraiment, vous êtes quelqu'un de particulièrement taquin. Il y a certains consultants de temps en temps qui ont peur. Qui fuient. Et c'est pas évident non plus.
Monsieur Tayo évitait le mot de combattant et de guerrier. Nous sommes des guerriers. Tout à fait. Nous sommes de vrais guerriers. Et par ces temps, il faut être un guerrier pour tenir le coup. C'est pas évident. Avoir l'âme du combattant. Tout à Et fait. le combattant ici, c'est le combattant de l'intelligence, le combattant de la liberté, qui est de plus en plus menacé, le combattant de l'intégrité. Moi, je suis combattant de ces valeurs-là et je n'abandonnerai pas. Je tomberai un jour les armes à la main. Pour l'instant, vous ne tomberez pas, vous vivrez. En face de vous, on accueille une enfant de la maison. À chaque fois qu'elle est passée par ici, elle a toujours illuminé le plateau d'Espace Miné. Sa beauté est tout simplement resplendissante. Son image est tout simplement très appréciée, appréciable. Muriel Angé, bonjour. Bonjour Perfecto, bonjour à tout le panel et bonjour à tous ceux qui nous font l'honneur et l'amitié de nous regarder comme il est de coutume. Espace Féminin, un plateau qui nous rend encore plus sérieux que d'habitude parce qu'il faut dire que c'est un privilège de faire partir de ce plateau-là. Donc comme toujours, je me sens honorée de faire partir du panel du jour. Muriel Angé, je m'en voudrais si je ne vous adressais pas modestement mes félicitations pour la qualité du travail que vous abattez et surtout ce travail que vous avez abattu le jour du 8 mars. C'est vous qui étiez assise là, je suis assis là, en train de modérer ce plateau avec vos dynamiques femmes. C'était formidable. Hier, c'était Théophile Vianney-Bia. Je le fais parfois à dessein. Je ne suis pas de ceux qui pensent dès que vous êtes entré, vous fermez la porte. Il y a certains aînés comme ça. Ils savent la fermer à double tour. Les barricades m'avaient des fers. Il ne faut plus que quelqu'un d'autre vienne derrière lui. Non, je ne suis pas d'accord. Et voilà comment l'occasion m'est donnée pour vous remercier parce que grâce à vous, quand même, nous sommes nombreux à pouvoir s'essayer, à pouvoir faire des choses appréciées et appréciables. Il y en a qui ont donné des petits surnoms, Perfecta, Perfectito. Donc voilà, c'est puis vraiment un réel plaisir. Lorsque je ne serai plus là, puisqu'un jour je partirai. Je ne sais pas pourquoi ça fait mal pour certains. Un jour tu partiras. Même pas penser à leur départ. Non, un jour tu partiras. Et quand je partirai, il est normal que Théophile Vianney continue à présenter Espace Minet. Muriel Angé, merci d'être là ce matin. Lorsque nous avons dit cela, je prends mon premier verre. Bonjour. Parfait, ici, bonjour. Bonjour au panel. Bonjour également aux téléspectateurs qui nous regardent ce matin. C'est un plaisir d'être là. Bonjour aux téléspectatrices. Vous avez une tenue traditionnelle d'apparat. C'est comme ça qu'on appelle souvent pour montrer que c'est très sérieux. Oui. Nous sommes vendredi et comme on aime si bien le faire à Espace Minet, le vendredi, il faut valoriser ce que nous avons de précieux. Pas seulement sur le plan cognitif, mais également sur le plan physique, sur le plan culturel. Au plan cognitif. Vous faites allusion aux connaissances. Bien évidemment. D'accord. J'ai aimé cette expression. La première fois que j'ai eu l'âge de pouvoir lire le billet d'invitation, où on invitait souvent certaines personnes et personnalités à la présidence de la République, de ce côté-là, pour le dîner du 20 mai, en soirée, habituellement qui est offert par le couple présidentiel. Et j'aimais souvent lire, là on mettait la tenue exigée, quelque part, on mettait tenue traditionnelle d'apparat. Et ce que vous abordez là est une tenue traditionnelle d'apparat. Donc, vous pouvez aller à la présidence de la République et vous serez reçu. Bien évidemment. Et TVB, c'est l'homme. Y aller à nouveau. Ah, c'est pour dire que vous étiez déjà allé. Bien évidemment. Il ne faut pas négliger les gens. TVB, c'est l'homme de la revue La Presse sur Info TV. Et Théophile Vianney-Bia, que disent les journaux? Parfait. Ici, les journaux qui sont disponibles en kiosque ce matin reviennent sur la célébration de la Journée internationale de la femme au Cameroun. Nous ouvrons cette revue de presse avec le journal Info Matin qui, au bat 1, parle de sénatorial, sécurisation des sénatoriales, police et gendarmerie assure. C'est la petite une du journal Info Matin qui précise en page 4 que les chefs des deux corps, Martin Barganguele et Galax et Toga, ont conjointement signé ce 6 mars une note mettant en place un
l'état-major mixte de surveillance du scrutin. En grande une, on se présente donc la Journée internationale de la femme, édition 2023. L'hommage appuyé de Betty Assom aux femmes du MINDEF. Après leur brillant passage au défilé ce 8 mars à Yaoundé, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a offert une réception des plus mémorables aux Amazones de l'armée. Le membre du gouvernement les invite à s'approprier les innovations qu'offre le digital. On revient donc sur cette actualité avec le journal Info Matin. Même son de cloche pour le quotidien de Jules Brice Ngaba qui parle également de cette célébration. Journée internationale de la femme. Joseph Betty Assom rend hommage à la femme du MINDEF. Le journal Le Quotidien revient sur cet hommage rendu à la femme du MINDEF par le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense. La lui presse de Timothée Somba Bena parle également de cette même actualité. Le journal La République Presse qui est disponible en kiosque titre Obat 1. Actualité 8 mars 2023 au ministère de la Défense. Prise d'armes au féminin à travers un hommage appuyé au cours d'une cérémonie savamment organisée à l'honneur des femmes du MINDEF, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense a célébré de la plus belle des manières les femmes en tenue. Le journal revient sur cette célébration du côté du ministère de la Défense. Le journal de Sa Majesté Marie-Robert Elundu, le journal Singang, qui est en kiosque, c'est tri-hebdomadaire, parle également de cette célébration et nous fait l'écho de la fête du côté du MINCAF, du MINDEF et bien évidemment du côté d'Obala. Journée internationale de la femme, écho de la fête au MINCAF, au ministère des domaines du cadastre et des affaires foncières, au MINDEF, ministère de la Défense, et à Obala. Cet écho est présenté de la page 5 à la page 8. On parle sénatorial avec ce journal en grande une. Sénatorial 2023, le consensus de mon atelier est présenté de la page 2 à la page 3. The Guardian Post nous fait savoir que les nouveaux sénateurs seront donc connus dimanche parce que le vote a lieu dimanche. On revient donc sur les contours de ce vote en page 2 du journal The Guardian Post qui est disponible en kiosque Cameroun Tribune. Le quotidien à capitaux publics consacre sa grande une au sénatorial du 12 mars prochain. Sénatorial 2023, aux urnes, les 11 134 électeurs conseillers régionaux et conseillers municipaux sont attendus dimanche prochain dans les 198 bureaux de vote disséminés sur l'ensemble du territoire national pour élire les 70 sénateurs de la 3e cuvée de la Chambre haute du Parlement. Sur le plan matériel, Elections Cameroun assure que tout est désormais prêt pour un succès des opérations électorales. De la page 5 à la page 8, on revient donc sur les assurances d'Elections Cameroun concernant les élections qui ont lieu dimanche prochain. Après Cameroun Tribune, on peut également retrouver en kiosque ce matin pour parler sénatorial, le journal L'Info à chaud. Sénatorial 2023, l'intégralité du code de bonne conduite des acteurs est présentée de la page 8 à la page 9. On parle d'élection sénatoriale avec le journal Le Jour, la Manmana en sommet 1. Ce journal titre donc ce jour les élections sénatoriales ce dimanche. Le décor est planté par le journal Le Jour en page 3. En Garbou, les victimes du massacre oublié. 3 ans après la tuerie de 22 personnes perpétrées par les forces de défense et de sécurité dans cette ville, les promesses faites par la présidence de la République visant à rendre hommage aux victimes ne sont toujours pas tenues. C'est le constat qui est fait par le journal Le Jour qui est en kiosque et qui revient avec cette actualité. Restons dans les sénatoriales avec l'action. Le journal de Jean Kueté titre en grande une: je vous recommande rigueur et vigilance. C'est la recommandation faite par Jean Kueté du côté du littoral. Dans le littoral où il était en visite de travail, le secrétaire général du comité central a prescrit aux équipes de campagne du RDPC de rester concentrées. Jean Kueté adressera assurément le même message d'encouragement aux militants de l'Ouest que le président de la commission centrale de campagne rencontre ce vendredi 10 mars 2023 à la permanence du parti de Bafoussam. Dans son édition spéciale, le journal Medi Action nous fait également savoir que Jean Kueté sera du côté de Bafoussam. Sénatorial 2023, le SGCC du RDPC, Jean Kueté en renfort à l'ouest dès ce vendredi. On en parle avec le journal Medi Action. Mutation nous amène du côté de Douala avec cette alerte météo. Les populations de certains quartiers de la capitale économique dans l'incertitude du fait des orages annoncés marquant le retour de la saison des pluies. On parle donc de cette alerte en page 5 du journal Mutation. Cameroun FMI, 46 milliards francs CFA dans la cagnotte. Cette cagnotte est présentée par le journal Mutation de Georges Alain Boyomo en page 6. La nouvelle expression qui est en kiosque par le Parlement. Une quinzaine de sièges vacants. Le constat est fait par le journal Nouvelle Expression qui précise en page 3 que le Sénat et l'Assemblée nationale comptent aujourd'hui plus de 15 élus décédés depuis plus de 2 ans. Mais des élections partielles pourtant prévues par le code électoral camerounais ne sont toujours pas organisées. On revient donc sur les 15 sièges vacants du côté du Parlement, à savoir le Sénat et l'Assemblée nationale en page 3 du journal
journal La Nouvelle Expression. Extrême Nord, village touristique ravagé. Un grand incendie s'est déclaré le 6 mars à Roudjila, village situé dans le département du Mayo-Sava, dans la région de l'Extrême Nord. Une centaine de maisons réduites en cendres, c'est ce que nous dit le journal La Nouvelle Expression qui est en kiosque et qui revient sur cette actualité ce jour. On peut également retrouver en kiosque ce matin le journal L'économie qui nous amène également du côté de la région de l'extrême nord avec l'Union européenne qui débloque 12 milliards de francs CFA pour assistance humanitaire. Actualité présentée en page 4 du journal L'économie. Programme économique et financier. Malgré un bilan mitigé entre guillemets, le FMI débloque 45 milliards de francs CFA en faveur du Cameroun. La décision a été prise au terme du conseil d'administration de l'institution de Bretton Woods tenu le 8 mars 2023 à Washington. Laissons ce journal et refermons cette revue de presse avec Camaro Ouest. Le bi-hebdomadaire d'information générale qui est en kiosque parle donc de l'université de Ngaoundéré. La lecture de l'heure du contrôleur financier vient de débuter. C'est la une du journal Camaro Ouest d'Aboubacar Machia Mohamed qui est disponible en kiosque et qui nous dit également que parlons sport, football, Lion indomptable, Gaël Ondoa, victime en Allemagne du sentiment anti-russe. L'information est présentée au journal Camaro Ouest qui nous permet de refermer fièrement cette revue de presse Acte 2 sur Info TV. Mesdames, Messieurs, de votre aimable attention, infiniment merci et nous vous invitons très massivement à vous rendre dans les kiosques pour vous procurer un journal au prix de 400 francs CFA pour que vive la presse camerounaise. Lorsqu'on fait le décompte ensemble, ça donne tout simplement ceci: 4 pièces de 100 francs, 8 pièces de 50, 16 pièces de 25, 40 pièces de 10 francs, 80 pièces de 5 francs, 400 pièces d'un franc CFA seulement collecté et vous avez votre journal disponible en kiosque. Si vous avez un billet, rendez-vous auprès de votre distributeur de journaux. Il vous remettra votre journal, mais également votre reliquat. Merci encore de nous avoir regardé. C'était la revue de presse Acte 2 avec Théophile Vianney-Billa. Appelez-moi TVB si vous le désirez. Merci Parfait ici, merci au panel, merci également aux téléspectateurs. Merci TVB, vous ne partez pas le 19h en anglais, c'est ce soir, sans oublier le 20h en français, un fait saillant de l'actualité développée. Au 19h et au 20h, on va s'intéresser à ce retour de la saison pluvieuse. Vous savez que depuis un certain temps, la saison pluvieuse s'annonce et on va donc aller du côté des marchés parce qu'il y a beaucoup de marchés à Yaoundé qui ne sont véritablement pas construits dans le respect des standards. Il y a des marchés à l'étalage. On va se rendre dans ces marchés pour voir les dispositions que prennent les commerçants et les commerçantes pour se préparer à affronter la pluie parce que c'est souvent un calvaire dans les marchés en saison pluvieuse. On va également se rapprocher de ces commerçants. En même temps, nous allons rester dans les marchés pour voir quel est l'avenir qui est réservé à ces cabas du 8 mars qui ont été cousus et qui n'ont pas été vendus. Quel est l'avenir de ces cabas donc en ce moment où la célébration est passée? Est-ce que ces cabas sont encore vendus? Quelles sont les dispositions que prennent les commerçants qui ont dépensé, qui ont investi, mais qui n'ont pas véritablement en retour pu gagner quelque chose et qui ont encore des stocks de cabas du 8 mars dans leur boutique ou dans leur étalage? J'ai peur de dire que ça leur apprendra. Puisque ils crânent souvent beaucoup. Ils crânent souvent beaucoup. On te propose un cabas à 25 000, déjà cousu 25 000. Déjà cousu. Et il dit qu'il enlève quelque chose, il enlève 500. Donc tu donnes 24 500 pour un cabas. Entre-temps, le 8 mars est parti. Qu'est-ce qu'on fait donc de ces cabas-là? Ils vont les vendre à 1500. Ils vont supplier. Les enfants disent qu'ils vont lire le... Merci TVB. Merci. Tout en te souhaitant un excellent week-end. Nous nous disons à lundi 10h. Avec le même plaisir, le même bonheur. Très bonne suite d'émission à vous et à lundi 10h. Merci beaucoup. Nous prenons ce fait d'actualité qui nous intéresse quand même ce matin, Mr. Taillou. C'est le journal Le Jour d'Aman Mana qui nous rappelle que du côté de Garbou, vous savez ce qui s'était passé de ce côté. Les victimes du massacre sont pratiquement oubliées. Des innocents avaient été abattus de manière barbare par certains éléments véreux de notre armée. Depuis là, l'enquête n'a pas rendu ses résultats. L'enquête qui avait été ouverte. Et à cette époque-là, les autorités camerounaises garantissaient de ce que nous allions avoir les résultats d'enquête. Le jour donc de ce matin nous fait comprendre que des années plus tard, nous pleurons toujours ces victimes de Garbou. Pas d'enquête. Votre commentaire? Disons que c'est un peu comme toute chose au Cameroun. Une actualité chasse une autre. C'est qu'on évolue de manière linéaire sans jamais se poser de questions, sans jamais faire un retour, sans jamais s'interroger sur quoi que ce soit.
Mais en fait, ça pose un problème fondamental. C'est est-ce que le Cameroun est véritablement un État de droit? Un État de droit, c'est un État qui s'oblige lui-même à appliquer les règles de droit qu'il s'est données. Dans le cas présent, c'est l'État qui a ordonné, n'est-ce pas, qu'il y aura une enquête parce que la mission de l'État, c'est de rendre de justice aux personnes qui l'ont fait, qui ont été victimes. Mais maintenant, dès lors que l'État lui-même ne fait pas ou ne donne pas les résultats de l'enquête, qu'attend-il des citoyens? Qu'attend-il du commun des mortels? Rien du tout. Vous avez vu qu'il y a plusieurs affaires qui défraient la chronique et tout le monde dit toujours « Ah, ça va passer, il n'y aura rien ». Parce que le Camerounais s'est complètement résigné. En se résignant, il affirme de manière inconsciente que l'État du Cameroun n'est pas un État de droit, c'est l'État du plus fort, c'est l'État de ceux qui ont les moyens et que les autres sont là pour accompagner. Donc, ça donne un sentiment, d'être sans être. On n'est pas vraiment à l'aise. C'est comme si on était arrivé dans une chambre où il fait un peu chaud, il fait un peu froid. Vous n'êtes pas à l'aise. Effectivement, on n'est pas à l'aise d'être Camerounais parce qu'il y a trop de choses comme celle-là qui se passent et donc le patriotisme, on peut pas le ressentir. Le vivre ensemble, on peut pas le ressentir parce qu'il y a trop de choses qui sont laissées là. Et donc, on peut regretter que pour les personnes de Ngarbou, elle n'ait pas eu justice. Mais vous pouvez bien imaginer la douleur que peuvent vivre les parents de cette famille-là, de ne pas être reconnus, n'est-ce pas, que leur douleur ne soit pas reconnue ou prise en considération par l'État. Et là, c'est le comble de tout. Merci beaucoup, Taïou. Pierre Bleriot-Niemek, le rôle régalien de l'État n'est-il pas justement de rendre justice à ceux qui ont soif de cette justice? Si à un moment donné, et de plus en plus, vous avez ces Camerounais-là, comme le disait tout à l'heure Taïou, ces Camerounais qui n'ont plus confiance à la justice camerounaise. C'est-à-dire que lorsqu'il y a un fait, un cas d'injustice qui est perpétré, la majorité des Camerounais vous disent « il n'y aura rien ». Ah non, il n'y aura rien. À ce niveau-là, est-ce que ça ne crée pas un véritable problème au sein justement de cet État qui est censé protéger ses citoyens? Oui, tous les États du monde se donnent la vocation de protéger les citoyens. Mais ils ont inventé une notion qu'ils appellent la raison d'État. Dans le cas de Gbagbo, vous savez quand même que les premières informations qu'on a pu glaner faisaient état de ce que les forces de l'ordre étaient impliquées dans le massacre. Ah non, au départ de l'action, Blériot, on nous a dit que c'était des Maliens. Oui, mais après ça... Moi, j'aime rappeler... Oui, et puis les gens faisaient des exercices. On nous a dit que c'était des Maliens. Les tenues là, vous ne pouvez pas être des tenues de l'armée camerounaise. Tout un ministre l'a confirmé que c'était des Maliens. Certains organismes, certaines organisations internationales des droits de l'homme et autres ont poussé les gens à commencer à admettre. Je crois qu'une partie de la vérité a été admise. Il ne faut pas perdre de vue que l'État dans lequel nous vivons a beaucoup de liens avec un État policier. Nous ne sommes pas encore entrés totalement en démocratie. Et depuis, j'aime à le rappeler, le putsch manqué du 6 avril, il y a eu un revirement. Les citoyens ont senti que l'armée avait pris le contrôle du pays. Parfois, ici, si vous n'êtes pas parfois ici au Blériot-Niemek, vous vivez l'intimidation des hommes en tenue partout. C'est clair. Donc, quand les hommes en tenue sont mêlés à une affaire, on a tendance à la brouiller au niveau du sommet de l'État parce qu'entre guillemets, on a peur d'eux. On a peur qu'ils fassent des coups d'État. Je crois que c'est cette technique qui a fait que jusqu'à présent, depuis 1984, l'armée s'est tassée, vous n'avez plus ce genre de menace. Vous parliez de la justice qui doit être rendue. L'État n'est pas l'Église. Encore que l'Église elle-même ne donne plus rien à Dieu, elle donne presque tout à César. L'État n'est pas l'Église. C'est l'idée. En fait, je vais citer un philosophe. Il dit, l'État est le monstre le plus froid de tous les monstres froids. Et le mensonge qui sort de sa bouche, le voici, moi l'État, je suis le peuple. C'est un gros mensonge. L'État n'est pas le peuple. L'État n'est pas avec le peuple. L'État terrorise le peuple. C'est dangereux. C'est la réalité. C'est les anarchistes qui le disent. Là, je citais Friedrich Nietzsche.
Donc, l'État est monstrueux. Les hommes ont créé ce monstre pour réduire la violence naturelle. Mais ce monstre, quelquefois, se dresse contre ceux qui l'ont créé, c'est-à-dire ceux qui ont imaginé une structure, une superstructure suffisamment puissante pour maintenir la pression, la violence sociale. L'État s'est transformé lui-même en un monstre qui se soucie davantage de lui-même que des populations. Ce n'est pas pour dédouaner le Cameroun, hein. C'est peut-être raffiné chez les autres, mais au final, c'est presque tout cela toujours. Merci beaucoup. Je vais quand même aussi donc interpeller Eric Achille encore, toi qui es analyste sociopolitique. Vous parlez beaucoup de l'État là-bas. Vous ne parlez d'ailleurs presque de pas la population là-bas, chez vous en Sciences Po. Alors, Blériot qui pense que l'État n'est pas avec le peuple. Moi, ça me fait froid d'eau. Ils nous ont menti. Ils nous ont menti. Je ne saurais répondre de manière péremptoire. Mais toujours est-il que ils l'ont d'ailleurs si bien rappelé. La mission régalienne de l'État, c'est justement de protéger les hommes ainsi que leurs biens. Leurs biens. Et donc, des mécanismes sont généralement mis sur pied à travers des institutions de justice qui sont là effectivement pour créer les équilibres au sein, non seulement de l'État, mais davantage au sein, n'est-ce pas, des populations. Parce que, voyez-vous, lorsque la justice cesse de faire son travail, s'installe la jungle. Et là, on peut voir tout ce qu'on a pu voir ici et ailleurs. Mais voyez-vous, lorsqu'on parle par exemple de cette armée, parce qu'il s'agit bien de l'armée camerounaise, vous savez que l'armée camerounaise a quand même une évolution. Il y a eu une construction à partir de la période coloniale jusqu'à ce jour. La mentalité est en train de changer progressivement. Nous sommes partis d'une armée traditionnelle, quand je dis traditionnelle, c'est-à-dire avec des mentalités traditionnelles. Une armée coloniale. Une armée coloniale pour une armée... Une armée de torture. De torture pour une armée moderne. Et voyez-vous, depuis les années 2000, vous vous êtes rendu compte que la psychologie n'est plus la même. On a quand même il y a une nette amélioration de toutes les manières. Même si, jusqu'aujourd'hui, il fait sourire, monsieur Taillou. Oui, ça va. Ça, il faut pouvoir le reconnaître parce que il y a eu une évolution. Mais est-ce que cela justifie certains actes d'une catégorie d'individus qui pensent que, comme ils ont la tenue, comme ils ont les armes, ils peuvent se prévaloir, n'est-ce pas, du pouvoir, de la vie des individus, parce que c'est de ça qu'il s'agit aussi. Donc, nous avons des institutions dites de justice, il est important que ceux-là qui les tiennent fassent l'effort, ne serait-ce que, n'est-ce pas, de mettre l'homme au centre des préoccupations. Mais malheureusement, tel n'est pas le cas. Et c'est peut-être à ce niveau que je suis aussi d'accord avec mes prédécesseurs. C'est-à-dire, quand l'armée est impliquée, ça devient difficile. Ce n'est pas que l'armée, il y a les magistrats eux-mêmes, lorsqu'ils sont impliqués également, il y a beaucoup de difficultés. De toutes les manières, le Cameroun a fait le pas, le Cameroun va peut-être avancer, mais il est important que une enquête, encore que l'enquête a été menée, hein, on pourrait dire que l'enquête n'a pas été menée. Peut-être c'est vrai que Eric Achille, un ami me disait, hein, en discutant autour d'un verre, je m'insurgeais du fait que au Cameroun, vraiment, nous n'avons jamais des enquêtes sur des problèmes graves. Il m'a repris. Il m'a dit non, parfait. On a toujours des enquêtes. C'est simplement les résultats des enquêtes qui ne sont jamais rendus officiels. Il me dit même les résultats, on les a, mais on ne les rend pas officiels. Et justement, vous avez chuté là où je voulais chuter pour dire que les enquêtes sont menées, mais les résultats sont-ils communiqués? Certainement non. Mais de toutes les manières,
on est également dans un environnement où, lorsque les résultats sont connus, le jour où on décide de vous torpiller, de vous mettre mal à l'aise, on va le faire parce qu'il y a effectivement des résultats. C'est donc un peu de chantage là. Muriel Angier, on parle donc de cette affaire à cette époque qui avait défrayé la chronique, le massacre de Garbou. Pour l'instant, rien à se mettre sous la dent. Blériot nous a parlé des raisons d'État. Eric Achille dit que lorsqu'il s'agit de l'armée, on met la pédale douce, ou alors bon, on laisse tomber cette affaire et la vie évolue. Il faut dire quand même qu'ils l'ont si bien expliqué, l'ont si bien démontré. Et moi j'ai envie de dire qu'il y a plusieurs choses qui ne m'émeuvent plus. Au Cameroun, je suis vraiment désolée pour les populations du côté de Garbou, parce qu'il faut dire que lorsqu'on a vécu une situation atroce, la douleur peut être apaisée si au moins on voit une évolution dans les enquêtes, si au moins on se dit peut-être qu'on milite là-bas pour ma cause, pour me dire quand même quelque chose, pour que le cœur puisse s'apaiser. Mais je dis, au Cameroun, il y a des choses qui ne m'émeuvent plus. On a eu le cas avec l'accident ferroviaire du côté des ECA. Il a fallu 6 ans, même pour les choses banales, hein. Il a fallu 6 ans pour qu'on ait une stèle. Juste une stèle pour pouvoir avoir un lieu pour commémorer ces personnes qui sont parties brutalement comme ça. 6 ans. Vous avez eu les résultats d'enquête? Même pas. Parce qu'une enquête avait également été ouverte. Même pas. Et là, je me dis, c'est quand même un peu déplorable. Donc, attendez, nous sommes à 3 ans. Il faut garder espoir en espérant. Il faut garder espoir en espérant que les résultats seront communiqués. Mais comme on le dit, les enquêtes, elles sont en cours forcément. Mais après, la communication ne suit pas. On prend les victimes, on met de côté. On en fait des affaires personnelles, on protège les uns et les autres. Je me dis, lorsqu'on est chrétien, on a une seule phrase, j'ai remis à Dieu. Oui, on a remis à Dieu. Et il y a quelqu'un qui nous est parfait. Il y a aussi la justice divine. Oui, Mr. Taïou. Mais la justice divine, là, vraiment, il faudra attendre longtemps. Parce que vous savez que ça fait 2000 ans que le gars est parti. Et on attend encore. Donc, ceux qui vont attendre vraiment longtemps. Mais en fait, pour revenir aux choses des hommes, en parlant de l'État du Cameroun, et vous savez qu'on a une difficulté déjà. Moi, personnellement, j'ai déjà du mal à dire que nous sommes un État. Et parce pourquoi? que un État, ce sont des personnes qui se mettent ensemble et qui se constituent, n'est-ce pas, et qui se situent. On va parler qui se situent, donc qui vont se constituer. Or, dans le cas présent du Cameroun et pas mal de pays africains, on nous a mis ensemble. Et quand bien on nous a mis ensemble, jamais nous ne nous sommes assis pour nous dire qu'allons-nous faire ensemble. Et que devons-nous faire ensemble maintenant que le destin, par une extraordinaire des choses, nous a mis ensemble. On n'a jamais discuté. On avance simplement. Le Cameroun, c'est un État, c'est une fierté. Parce que tous les jours, il y a un nouveau slogan, mais sans que jamais on ne s'apesantisse. Et donc, du coup, le fait que certaines choses, comme celles qui viennent d'être, c'est les histoires de Garbou et des ECA, n'arrivent pas au bout, c'est parce qu'on n'a jamais décidé ce qu'on allait faire ensemble et jusqu'où on devait aller dans les choses qu'on devait faire ensemble. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que nous sommes dans un État où c'est la raison du plus fort, n'est-ce pas, c'est la ruse. Si vous êtes fort, vous êtes rusé, n'est-ce pas, vous arrivez à vous en sortir. Et le peuple, ou tout au moins ceux qui tiennent le peuple, est véritablement mis de côté. Chaque fois qu'on fait quelque chose, on nous dit le peuple est souverain. Mais on n'informe pas le peuple. On ne lui dit jamais ce qu'il faut faire. Et quand bien il veut s'intéresser, on dit non, il y a les présomptions d'innocence dont vous ne devez pas connaître. Mais s'il est souverain, vous ne pouvez pas être souverain et on vous interdit de connaître les choses sur la justice. Ce n'est pas possible, il y a un problème. On ne peut pas vous dire que vous ne devez pas connaître ce qui se passe dans l'enquête. Au nom de quoi? Puisque vous êtes le peuple et vous êtes souverain. Et de toutes les façons, que la personne soit bien condamnée ou mal condamnée, de toutes les façons, puisque c'est vous le souverain, c'est vous qui allez payer la facture. N'est-ce pas? Donc on ne peut pas vous dire qu'on vous exclut. Pas des mécanismes suffisamment savants, on dit que non, il y a la protection de l'enquête, du secret de l'enquête, ainsi un certain nombre de choses. Vous pensez que dès qu'on commence avec ce langage-là, c'est pour exclure le peuple, justement. Et voyez-vous, et ça c'est le drame et c'est la particularité du droit occidental. Exclure toujours le peuple des choses qu'ils font. Ils le font dans leurs institutions, on pense que comme les Blancs le font chez eux, ils sont sérieux. Alors que chez eux, c'est une manière d'exclure le peuple. Mais je conclurai en disant une chose. Chez nous en Afrique, quand il y a une chose qui se passe,
on fait la palabre. Tout le monde vient et tout le monde va parler. Il n'est pas question qu'on se mette à la maison pour nous dire ou pour nous cacher. Et quand bien même l'enquête est difficile ou la chose est difficile, on dit au plaignant, à celui qui est accusé, bon, si tu reconnais les faits et dis non. Tu reconnais les faits et dis non. On dit que bon, il y a un peu d'eau à boire fraîche là. Bois ça, si ce n'est pas toi, on avance. Si ce n'est pas toi, on avance. Vous avez des méthodes. Bon, non, c'est facile, c'est rapide. Donc vous allez bien voir qu'à ce moment-là, la personne va dire que bon, vraiment, en fait, je n'ai pas trop soif. L'affaire là, vous voyez, non, ça s'est passé comme ça. Et on tranche l'affaire, on passe à autre chose. Tu vois, on tranche l'affaire et on fait le rythme qu'il faut, n'est-ce pas, pour exorcer. On ne va pas passer 15 ans, 30 ans à faire une enquête. Une enquête sur quoi? Comme si on ne savait pas ce qui s'est passé. Non, c'est pas normal. Merci beaucoup. Hein. De toutes les façons, nous sommes de ceux qui pensons que s'il y a une injustice, on doit donner la justice. Nous continuons à féliciter ceux de nos valeureuses forces, hein, les forces de défense camerounaises qui travaillent d'arrache-pied pour maintenir la sécurité dans notre pays. Malheureusement, au sein de ces forces de sécurité et de défense, il y a aussi des brebis galeuses. Je prends tous les matins, dans le cadre de ces échanges, vous avez votre dénonciation, ce fait de société qui vous énerve dans votre quartier, dans votre localité, dans votre pays. Si vous en avez, dirigez-vous vers Info TV et nous ferons le reste. La dénonciation de ce matin est une affaire de Pierre Blériot. Enfin, ici, nous voulons dénoncer ce matin certains métiers qu'on appelle métiers de contact et dans lesquels certains professionnels font montre de manque de professionnalisme. Nous allons citer ici le métier de masseur, ceux qui font le massage, et celui de coach sportif. De plus en plus, on voit des coachs sportifs qui organisent des séances de sport qui sont carrément pornographiques. Comment ça? Oui, c'est-à-dire les mouvements sont à tendance libidinale et ça ne s'arrête pas là. Parce qu'un coach qui vient attraper les reins d'une femme... C'est le sport. Voilà. Vous avez les masseurs, les nouveaux masseurs hommes, parce que nous connaissions très souvent les massages des femmes. Maintenant, les nouveaux masseurs qui massent carrément votre épouse nue, totalement nue. Et ils ont ce qu'ils appellent le massage complet. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, on finit de masser le dos et on continue. Ils appellent ça le massage complet. C'est un manque de professionnalisme que nous devons dénoncer. Merci beaucoup, Blériot. Vous avez une dénonciation d'un autre genre ce matin. Muriel semble... Laisse Muriel tranquille. Je vais commencer par Eric Achille. Hein. Alors, Eric Achille, Blériot les appelle affectueusement des métiers de contact. Ces masseurs, ces masseuses, ce que nous appelons des coachs de sport. Blériot pense que vraiment, je prends d'abord le cas du sport. Parfois également, surtout les samedis matins, les dimanches matins, il m'est arrivé d'arpenter les rues de la cité capitale et je vois quand même ces coachs-là qui entraînent, ne sais pas moi, les dames. J'avoue quand même que ça me fait souvent bizarre. Le coach arrête la femme à des parties quand même compliquées au nom du sport. Mais c'est le sport. Quel est votre regard sur cette affaire? Oui, je dirais que dans un premier temps, ça dépend de la personnalité de l'homme, notamment de la femme. Parce que ce que nous devons tous comprendre, c'est que quelqu'un qui fait ce genre de métier, il l'a si bien appelé de contact, devrait comprendre la psychologie des individus et savoir que, à chaque chose, il y a l'aspect culturel, par exemple. Il y a l'aspect culturel qui me permet de ne pas déborder telle ou telle limite. Et que, du point de vue psychologique, il faut comprendre avec qui on est et avec qui on travaille, pour se dire que, voilà, je ne dois pas pouvoir dépasser telle ou telle limite. Maintenant, ceux-là qui vont solliciter ces services doivent également savoir que, surtout les femmes, hein, il faut savoir que les hommes, par moments, ont tendance à croire que une femme gentille leur ouvre la porte à ci ou à ça.
Parce que dans la société aussi, il y a des hommes qui sont souvent pervers, hein. C'est-à-dire pour peu que... Ils sont même nombreux. Ils sont nombreux à être pervers. Pour peu que la femme lui dise bonjour, qu'il se fait ses petites idées. Ça peut être une simple gentillesse. Ça peut être une simple gentillesse. Donc maintenant, les femmes doivent, n'est-ce pas, avoir le comportement responsable qu'il faut pour pouvoir faire face à ce genre de situation. Mais maintenant, pour ce qui Quel est est le des hommes... comportement responsable qu'il faut? Une dame est allée faire le sport. Maintenant, son coach lui demande, non, assois-toi comme ça, soulève le pied comme ça et fais, bon, envoie derrière, pousse par devant. Bon, elle fait comment? Elle exécute simplement les ordres du coach. C'est simple, on n'exécute pas, puisque en réalité, il y a il y a la moralité qui est mise en jeu. Et il ne faut rien négliger. Quel que soit ce que vous faites ou ce que vous dites, ne pensez pas que ça a un impact léger qui ne soit pas perceptible. Il y a des choses qui sont spirituelles, hein. C'est-à-dire, vous les voyez au premier plan, mais c'est des choses qui sont spirituelles par moment. Vous voyez un homme, quelqu'un qui commence à le faire, et en fait, c'est pour vous tester. Plus vous laissez manipuler, vous montrez que vous êtes qu'avancer. Il ne fait qu'avancer, il déborde la limite. Ensuite, vous allez partir de ce cadre essentiellement donc pour vous, que les femmes qui sont adeptes de ces sports et de ces mouvements-là sachent que il y a des limites. Il y a des limites. Moi, je dis, il y a des femmes qui peuvent faire des massages. C'est-à-dire, on va les faire à l'espace public. Moi, je me sentirais à l'aise que je sorte avec mon épouse et que ce soit une autre femme comme elle qui s'occupe d'elle. Et ça, tu n'accepterais pas qu'un homme masse ton épouse? Non, mais ça dépend. Parce que moi, je sais lire psychologiquement, je sais comprendre que cet homme est pervers. Il est pervers. Ça ne s'ignore pas. Vous voyez que Blériot, c'est là, sa tête ne me plaît pas. Pourquoi l'exemple c'est sur Blériot? Pourquoi l'exemple c'est Blériot? Moi, j'aime pas ça. Non, pas moi. Puisqu'il faut bien prendre l'exemple. Ou alors c'est simple. Je vais dire, parfait, oui. Là, ça passe. Ok, d'accord. Je vais prendre la vie de Muriel. Hein. Alors, Muriel Angé, moi je t'amène un peu au niveau du massage. Hein. C'est vrai quand même que j'ai souvent regardé certaines vidéos. J'avoue que moi je ne me suis jamais fait masser dans ces endroits-là. Pour des raisons qui me sont propres. Alors, j'avoue quand même, hein, Muriel, tu vois la difficulté que j'ai à prononcer les mots, qu'il y a souvent des massages un peu poussés ou osés. Alors, si vous avez une femme, ok Muriel, qui est avec un monsieur dans une chambre pour une affaire de massage. Vous allez d'abord voir que la femme, habituellement, elle essaie à déshabiller. On met seulement une petite serviette, habituellement sur la partie du bas. Et le monsieur masse la dame pendant 15 minutes, 30 minutes, 45 minutes. Est-ce qu'il n'est pas fort possible que des choses compliquées puissent arriver là-bas à l'intérieur? Normalement, des choses compliquées ne devraient pas arriver. Sauf que c'est vrai qu'à force... le terme, je suis obligée de l'utiliser, à force d'exciter certaines parties du corps du sexe opposé, on ne sait jamais. Donc le massage peut exciter certaines parties? Oui, parce que ça dépend de là où vous avez mal en fait. Ce n'est pas de votre faute, vous avez mal par exemple au bas du dos, il faut bien qu'on masse le bas du dos. Tout à fait. C'est là qu'il faut insister. Mais maintenant, à force d'insister, ça peut créer autre chose. Si vous avez mal au niveau du fessier, au niveau du fessier, il faut qu'on le masse là-bas. Il faut qu'on masse, il faut qu'on insiste. Parce qu'il faut faire il faut qu'on insiste. Voilà, il faut vraiment qu'il y ait résultat. Vous avez payé. C'est un service payant. Le gars est professionnel. Moi, je dis qu'il est professionnel. Tout comme la dame qui masse également, les messieurs est professionnel. Les hommes ont ce petit truc-là. Dès qu'ils voient que, non, madame va aller se faire masser, on parle d'un massage complet. Nous-mêmes, d'abord, même le petit massage qu'on vous fait à la nuque, là, pour nous, ça ne passe pas. On peut vous coiffer et basta. Il y en a qui s'y plaisent bien. Ils ont découvert un massage au niveau du cou. Je pars là-bas parce qu'après la séance, après la coiffure, c'est l'homme qui coiffe. Et puis on appelle une dame pour masser au niveau de la nuque des messieurs. Là, ils n'ont pas de problème. Ils ont dit que non, les mains des femmes sont un peu plus, je sais pas trop. Maintenant que les professionnels de ce secteur nous expliquent un peu pourquoi est-ce qu'il y a cette tendance-là. Maintenant, pour une femme, la femme aussi, elle n'aimerait pas être massée par un homme. Elle trouve ça quand même un peu bizarre. Elle préférerait être massée par un sexe opposé. Maintenant, ça crée problème
que les messieurs à la maison deviennent des masseurs, tout simplement. Vous allez voir monsieur, madame vous dit le dos là, il dit, elle cherche sa solution. Il faut qu'il masse, qu'il aille se renseigner comment faire pour masser. Oui, il y en a comme ça. Mais maintenant, le corps a vraiment ses besoins-là à un niveau. Le sport même. Il y en a, c'est vrai, ça fait des dérives, mais il faut dire que le sport est important. Mais maintenant, est-ce qu'on peut revoir au moins à partir de l'accoutrement? Parce que qui dit sport maintenant, parce que lorsqu'on parlait de l'accoutrement, ils vont également s'emballer. Parce que moi, je vois souvent certaines femmes qui vont dans cette affaire aller faire sport. Tu vois comment la dame est habillée. Tu te poses quand même des questions, hein, que le sport là est vraiment encore simple. Donc, ce sont des métiers de contact, c'est des métiers avec des privilèges. Hein. Tout métier va avec les privilèges. Oui, c'est ce qu'ils disent. Les avantages. Au moins, c'est ça leur petit avantage, oui. C'est un métier de contact, il faut aller au contact. Donc, je me dis, si les hommes n'en veulent plus vraiment, qu'ils deviennent des masseurs, qu'ils massent leurs femmes à la maison et que les femmes en fassent autant. Merci beaucoup. Taïou, cette affaire de massage, cette affaire de coach de sport, apparemment, ça a créé beaucoup de dégâts. En fait, j'aurais souhaité que vous redonniez la parole à Bélério parce que à donner à César ce qui appartient à César. C'est ce genre de dénonciation-là. C'est bien trouvé. C'est suffisamment fait, ça fait suffisamment rire parce que ça provoque je suis sûr qu'à la maison, les téléspectateurs sont en train de rire parce que plus ou moins, ça s'est déjà passé, plus ou moins quelqu'un déjà vu a été victime, je ne sais pas, victime ou participé à ce genre de massage, quoi. Effectivement, j'ai entendu parler qu'il y a ce qu'on appelle, moi, j'ai entendu qu'il y avait maintenant à Yaoundé ce qu'on appelait des massages finition. Massage et finition. Oui, c'était le même terme, c'est pratiquement... Massage complet. Massage complet, massage finition. Je ne comprenais pas exactement de quoi on parlait. Je ne savais pas, mais c'est quoi ce type de massage? Jusqu'à ce qu'on m'explique que, j'allais dire, jusqu'où ça va, quoi, et que ce sont des activités, et qu'il y a, aussi paradoxalement, il y a beaucoup de femmes qui aiment aller là-bas. Pour des massages et finition. Oui, non, massage finition, parce qu'effectivement, elles savent au moins là-bas. Attends, pour les téléspectateurs et téléspectatrices qui nous regardent, c'est quoi un massage et finition? Vous êtes assez grand, monsieur. Est-ce que c'est une histoire de grandeur? Non, c'est une histoire que... C'est une histoire... Moi, je suis pas en clair. Je suis pas masseur. Après le massage, oui, n'est-ce pas? La personne qui masse les femmes, parce qu'on va dire que c'est pour les femmes, oui, est suffisamment véloce, il est suffisamment technique, oui, n'est-ce pas? Et parfois, ils finissent par un accouplement. Par un rapport sexuel. Par un rapport sexuel. C'est ça qui était difficile que tu dis. Ouais, tarifé. Bon. Tarifé? Oui, tout à fait. C'est payé. C'est payé. Ah, et il paraît que de ce qui m'a... C'est la femme qui paye? Oui. Bien sûr. Il paraît que, d'après ce qui m'a été dit, c'est que il y a des femmes qui ne voudraient pas avoir un amant, parce que parfois les hommes surveillent très souvent leurs femmes et savent où elles vont pour avoir un amant, et que là, n'est-ce pas, c'est un amant qui... C'est un bon raccourci. C'est un amant qui ne dérange pas. Il est à la tâche. L'homme on ne le revoit pas le lendemain. Massage. Oui, on ne le revoit pas le lendemain. C'est là, sur place, elle avait besoin de se désaltérer. Elle se désaltère là, n'est-ce pas? Et après, elle continue sa route. Elle n'a pas d'obligation d'avoir les rendez-vous avec le monsieur, de se revenir, de se voir avec tout ce qui va avec une relation sexuelle, quoi. Donc, il paraît que c'est ce qui se fait. Donc, moi, j'étais également étonné que ça existe. Mais le Cameroun évolue très vite, mais vous savez que dans le mal. Très très vite, mais souvent très très vite dans le mal, comme vous dites, quoi. On est hypersonique de ce point de vue quand il faut faire mal. Alors, je vais vous poser une question peut-être très personnelle. Au regard de tout ce qui vient d'être relevé, avec ces différents massages, ainsi de suite, serez-vous d'accord d'accepter que votre femme aille encore se faire masser? Il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Pas que vous vous souvenez de ce que notre cher tendre ministre de l'enseignement supérieur a dit à un journaliste, n'est-ce pas? On lui a posé une question un peu embarrassante. Il a dit qu'il n'y a pas d'abonné à ce numéro. Je suis d'ailleurs d'accord. Ah bon? D'accord avec. Tu achètes ses propos? J'achète ses propos. Mais pourquoi cette question vous embarrasse? Alors, Blériot, ces massages, ces masseurs et ces masseuses, ces coachs, qu'est-ce qu'on fait finalement?
Bon, j'ai fait la dénonciation. C'est bien que les autres intervenants aient poussé le bouchon suffisamment loin pour la bonne compréhension de tous. Il y a de nouvelles formes de prostitution qui se passent sous nos yeux et auxquelles nous ne prêtons pas vraiment attention. Ces masseurs-là, on les recrute pas n'importe comment, les masseuses. C'est-à-dire quand vous allez vous faire recruter comme masseur, votre condition physique doit être bonne. Vous devez avoir appris à masser, mais en plus, les instruments de travail. Vous devez avoir l'instrument de travail. Oui, vous présentez les instruments de travail à la très souvent, c'est des promotrices qui ont ces instituts. Donc, elles ont donc des copines et un réseau de femmes qui ne sont pas satisfaites dans leur foyer. Voilà ce qui se passe. Le massage n'est qu'un prétexte. On y va et puis le jeune homme qui est bien baraqué, qui a les instruments de travail, fait le massage et finit. Il fait des finitions. Il est payé parce que la dame paye. On vous dira massage simple, 15 000. Massage avec finition, 25 000, par exemple. Pareil pour les hommes. Dans ce cas, c'est les hommes qui exigent. Les promotrices font du proxénétisme. Vous choisissez votre masseuse parmi les jeunes filles qui travaillent dans ces instituts. C'est-à-dire, au lieu d'aller à monter en rouge, les femmes savent maintenant que monter en rouge, c'est vulgaire. Et mon beau dans la nuit, c'est vulgaire. Mini-ferme, c'est vulgaire. Il faut apprendre à masser. Et vous faites des massages avec finition. Le paiement est bon. Lorsque vous avez eu un client, vous êtes payé au taux des clients. Les clients qui choisissent. Donc nous vivons ça, les coachs également. Vous savez, beaucoup de femmes, avant que les coachs ne soient pervers, beaucoup de femmes trouvent, comme disait M. Taillou, des couloirs de cette nature pour faire des choses de manière plus fine. Je vais au sport. Bon, vous vous rendez compte que peut-être même physiquement, il n'y a pas d'évolution. Votre femme qui va... On commence à grossir. Oui, vous demandez, ma femme va à quel sport tout le temps. Mais maintenant, comment on nous dit d'être moderne? C'est-à-dire, il ne faut pas enfermer la femme. Voilà, alors que c'est des regroupements de cette nature. Bon, je ne parle pas pour moi, je fais une dénonciation générale. Parce que moi, je pense personnellement que je n'ai pas les nerfs pour surveiller une femme. Et que ce n'est même pas mon travail. Si tu ne peux pas te surveiller toi-même, ce qu'on va te faire là-bas, c'est pas moi qui vais sentir mal. Non, elle ne va pas sentir mal. Oui, moi, je pense que mon travail, c'est pas de surveiller, mais c'est d'éduquer et d'accompagner. La femme mérite d'être éduquée et d'être accompagnée. Donc, on lui montre la voie. Si elle ne choisit pas cette voie, non, on s'en sépare. J'ai compris que tu n'accepteras pas que ta femme aille se faire masser. C'est tout. Si tu as répondu, tu n'aurais pas répondu tout à l'heure. Alors, on va lire quelques messages. Bonjour Perfecto et à tout ton panel. Concernant la dénonciation, ça devient une pandémie. Tout ça à cause de certains hommes psychopathes. Lorsqu'il veut se libérer de sa... Qu'est-ce qu'il dit? De sa bouillie non sucrée, il choisit pour prétexte le massage. Et il choisit un endroit qui a de plus belles femmes parce que la jachère le dérange. Pareil pour les femmes. Elles aiment bien être coachées par des hommes musclés avec des plaquettes de chocolat. C'est Pancras de Guider. Bon, il faut d'abord démontrer que tous les hommes musclés sont vraiment performants. Hein? C'est un autre débat. Parce que moi, je connais des hommes qui n'ont pas de muscles, mais qui sont des machines. Tu en connais? Ah oui, on connaît. D'accord. Comment tu vas, voisin? Bonjour et bon retour Perfecto, le sac de modérateur. J'avais suivi votre émission la dernière fois au sujet de la mort du professeur Honor. Vraiment, après enquête, voici la vraie version. Bon, vraiment, on a parlé de cette affaire. Hein. Et surtout, vous dites que voilà la vraie version. Moi, je n'ai aucun élément pour savoir que c'est ta version qui est la meilleure. Donc, et Vasco depuis Marois, c'est mieux qu'on en discute d'abord en off.
Autre message ce matin. Bonjour les démineurs. Concernant la dénonciation, Blériot, tu as fini avec. Me concernant, si ma copine se fait masser ainsi, je prends ça comme une infidélité. Et on se sépare. C'est Daryl de Mendon. Est-ce qu'elle va venir te dire? Elle rentre à la maison, elle sort du massage. Tu sais qu'est-ce qui s'est passé là-bas? Autre message. Bonjour le sac de modérateur et à ton brillant panel. Je suis d'accord avec votre point de vue. Ces massages ont d'autres connotations. Les personnes sérieuses ne devraient pas s'y rendre. S'il vous plaît, priez d'avoir le contact de Monsieur Niemek. C'est Anne de Yaoundé. Appelez-moi après l'émission et je verrai si vous pouvez avoir le privilège d'avoir le numéro de Blériot. Bonjour Perfecto, j'espère que vous allez bien. Pour la dénonciation du jour, je suis tout à fait d'accord avec Blériot. Pour ma part, les seules personnes qui peuvent voir ma femme nue sont les médecins, moi-même et le thanatopracteur, dont le morguier. Il y a des gens terribles ici. Je peux aussi accepter qu'un masseur fasse des massages, mais devant moi. Et ma femme ne doit pas être nue. Et s'il faille appliquer un baume, je préfère le faire moi-même. Et les affaires de coach sportif là, je ne veux rien entendre. Moi-même, je suis un bon sportif, donc je peux bien la gérer. C'est David depuis Mvorada. C'est ça que David ne veut même pas un débat. Hein. Perfecto, comment tu sais que des hommes non musclés sont aussi performants? Tu es double sim. Comment un homme sait qu'un autre homme? Non, nous avons regardé les films et tout. Et nous lisons beaucoup. Non, faut double sim là, vraiment. Quand vous me regardez même. Les gens sont double sim là. Parfois, ça se voit, hein. Bonjour, le tout meilleur de sa génération Perfecto et à tout le panel. Qu'il continue à soulever mes poids et attirer et séduire nos femmes. Moi, je cherche à multiplier mon argent. Je ne souffre même pas de ça. Et tant que mon argent rentre, le reste, c'est la bêtise. Tu veux aller te faire masser, c'est entre toi et ta conscience. C'est Léo depuis Abidjan. Oui, c'est un message qui vient du 225. Bon, c'est aussi la position de Léo, hein. Un autre message. Bonjour, le quota de modérateur. Monsieur Niemek est déjà là le vendredi. L'argent a augmenté. Les gens nous suivent, on va suivre de vendredi. Il veut donc savoir si nous sommes bien accordés au niveau de l'augmentation du salaire. Non, je ne suis pas là les vendredis. Je vous ai souvent dit que je suis quelqu'un de juste et d'intègre. Je n'ai pas été là mercredi pour cause de la journée internationale des droits de la femme. Oui. Je viens donc compenser ma journée. Voilà, c'est la vérité que Blériot vous dit. C'est aussi simple que ça. Blériot m'a dit hier, parfait, tu sais, j'aime être juste. On a signé 3 fois par semaine. Cette fois-ci, je n'ai pas été mercredi. Je viens compléter mes jours. C'est tout, parce que c'est bien. Bonjour, l'oncle de modérateur, monsieur Niemer, oui, on a lu. C'est pour notre grand plaisir, d'ailleurs. Même le dimanche, je suis libre expression et il doit être là. Quelle dénonciation sacrée, Blériot. C'est Joey des Kondotiti qui envoie le message. Un autre message. Alors, bonjour, le sac de modérateur. La dame sur le panel dévoile ses intentions féministes lorsqu'elle invoque la réciprocité dans les 10 massages. Chez nous, les écans, le corps de la femme est sacré. C'est un temple qui doit se distancier de tout type de comportement ordurier. Pour la bonne info de tous, on appelle ça, dans le jargon du massage, le happy ending. Vous pourrez faire des recherches. Ce sont des pros qui maîtrisent les parties sensibles, sous fond de caresse. Le bombardement du Kosovo est activé tout azimut. Espace miné. De mon côté, ma femme se fait masser par la masse du masseur. Je la vis. C'est Fabrice Tama, UVPD Perpignan. Merci. Hein. Un autre message. Bonjour, cher voisin. Blériot, tu as l'air d'un bon coach de massage. Essaye un peu. Marlise Bilois, depuis le château d'eau du Cameroun.
Mais allez, on a compris. Autre message. Bonjour, dites à Blériot de terminer, qu'elle nous dise tout une fois. Qu'elle vous dise quoi? Autre message. Bonjour parfait et tout votre panel. Les dirigeants de ce pays sont déjà fatigués. Ils ne parviennent pas à contrôler ce pays. Un enfant avait dit, c'est mieux qu'on vende ce Cameroun et on partage l'argent. Chacun part là où il veut. Comment se fait-il qu'on oublie ce genre de victimes des massacres? Tous mes encouragements sur le plateau. Samba Emmanuel depuis Mokolo dans le département du Mayo-Tchanaga. Bonjour encore. Le message est-il biblique? Je suis célibataire, moi. Massage, si vous voulez dire le massage. Ah, peut-être vous voulez dire le massage. Hein? Le massage est-il biblique? Je n'en sais rien. Il n'est ni biblique ni coranique. Ni biblique ni coranique. Bonjour, perfection, et tout le panel, belle dénonciation. Il n'y a pas que les coachs sportifs. À cela s'ajoutent les techniciens chargés de faire des échographies aux femmes enceintes, qui bien souvent exigent qu'elles se déshabillent totalement. Or, c'est pas approprié pour la plupart des cas. C'est Sylvain Dunsam. C'est vrai quand même qu'il y a aussi des médecins bizarres là dehors. Hein. C'est-à-dire que votre femme va à l'hôpital, elle dit qu'elle a mal à l'épaule. Mais le médecin dit d'abord, madame, montez sur la table. Mais comment? J'ai mal à l'épaule. Je dis, c'est ici. Qu'est-ce que vous allez d'abord fouiner là-bas en bas? Aussi, quand vous avez fait, vous ne savez pas d'où la maladie sort. Ah bon, hein? Vous les défendez? Donc la maladie peut provenir du bas? Je ne sais pas. Et il y a répercussion à l'épaule. C'est un spécialiste. C'est un spécialiste de médecine qui fait son travail. Bonjour, moi je ne peux accepter que ma femme se fasse masser par un homme. Si elle n'est pas à l'aise lorsque je masse et préfère plutôt les mains d'un sexe opposé autre que les miennes, elle ira vivre avec ce dernier. C'est Armel. Je constate qu'il y a des hommes qui sont énervés Très énervés. Par cette affaire. Surtout qu'ils ont compris qu'il y a des massages avec finition. Bonjour le grand baraque du micro et tout le panel. Je voulais juste vous dire que vous voir à la télé est un régal. Vivement continuez dans la même lancée. Bonne émission et bon week-end à vous. C'est Abbas Nasser depuis Damas. Autre préoccupation. Bonjour à vous sur le plateau. J'arrive pas à m'arrêter de rire. En tout cas, bonne émission. Autre message ce matin. On prend celui-ci qui nous vient du 226, c'est le Burkina Faso. Salut le plateau, parfait ici. Où étiez-vous avant-hier? Hier, vous étiez dans les tourments et tourbillons du 8 mars? Non. Le 8 mars, nous sommes galants à Info TV. Nous avons estimé que les femmes pouvaient venir déminer l'espace et elles l'ont fait avec Maestria. C'est Muriel André qui était à la modération. Maintenant, hier, j'ai eu un petit souci et j'ai voulu que mon petit Théophile Vianney soit là. Bon, maintenant, je suis là. Alors, s'agissant de la dénonciation, sans commentaire. Pour moi-même, je suis ma sœur, Paul depuis Ouaga. Ah, Paul, je ne savais pas que vous aviez beaucoup d'atouts. Bonjour à tous sur le plateau. Parlant de la dénonciation, je suis entré à un salon de luxe pour me coiffer et traiter les cheveux. À la fin, on a fait quoi? On a eu la jolie dame qui me coiffait à commencer à me masser. Je vous assure, mon pantalon a dû prendre du volume. Bref, mieux un homme me coiffe ou me masse. Mieux c'est une femme. Non, moi je préfère une femme. Moi je ne supporte pas la moindre caresse d'un homme. Vraiment pas. Mieux une femme. Je vous amène du côté de New York aux États-Unis. Bonjour tout le monde. Je réitère mon soutien total à vous, cher et toi. Ok. Bon, j'irai droit au but. Parlant du titre de l'un de vos journaux sur lequel vous avez épilogué tout à l'heure, je dirais que pour moi, le gouvernement camerounais doit de démissionner. Ok, voilà. Ils sont dans l'incapacité à rendre même justice aux nécessités. Ok, vous parlez de justice. Ok, vous blaguez. Ou le ministre de ce domaine-là est... Bon, mon ami de New York, Rodriguez Moreno, vous allez souffrir que je ne puisse pas dire la suite. Et je préfère sauter. Moi, je préfère donc parler des massages.
Il ne faut pas parler des choses compliquées. Bonjour les lions du micro. Pierre Blériot, c'est quoi ton problème? C'est le fait que ta femme se fasse masser toute nue ou il y a autre chose? Pierre Blériot, tu vas bientôt nous dire sur ce plateau que même le médecin qui fait accoucher votre épouse, ça fait problème. C'est Rodrigue Tchudje, le baganté de luxe à Douala Bonanjo. Blériot, c'est quoi ton problème? Toi, tu as fait une dénonciation. Tu n'es même pas venu régler un compte. Je ne règle un compte à personne. Permettez-moi de prendre un autre verre d'eau. Ici, c'est l'espace des démineurs, de lundi à vendredi, sur Info TV, entre 10h et 11h52. Vous avez justement rendez-vous avec vos panélistes. Hein. Nous le disions en ouverture ce matin, nous parlerons de ces euros commis de l'État, apparemment, qui ne veulent pas aller à la retraite. Je vais d'abord passer la parole à Monsieur Taillou. Monsieur Taillou, pour que nous soyons un peu au même niveau d'information, hein. Je vais vous lire cette correspondance de Léopold Motazeux, qui est le ministre des Finances au Cameroun. Il s'agit de cette affaire du contrôleur financier à l'université de Ngaoundéré. Il s'agit justement d'une affaire de mise à la retraite. Le contrôleur financier avait, par une autre correspondance, rappelé à Madame le recteur qu'il était temps qu'elle aille à la retraite, que l'âge de la retraite était déjà arrivé. Et lui, Paul Motazeux, répond à son contrôleur financier. Voilà ce qu'il dit. Alors, c'est écrit, le ministre des Finances à monsieur le contrôleur financier, spécialisé auprès de l'université de Ngaoundéré. Objet, demande d'explication. En date du 2 mars 2023, vous auriez adressé à Madame le recteur de l'université de Ngaoundéré une correspondance dans laquelle vous abordez des questions qui vont au-delà de vos compétences de contrôleur financier. Le tout dans une forme et un ton particulièrement irrévérencieux et condescendant. Au cas où l'authenticité de cette correspondance est avérée, je vous demande de m'expliquer dans un délai de 48 heures les raisons d'une telle attitude et qui va à l'encontre de toutes les règles de bienséance auxquelles vous êtes astreint. Ampliation PCA Université de Ngaoundéré, gouverneur de la Damawa, recteur Université de Ngaoundéré, chrono, et c'est signé Léopold Motazeux. Je vous passe la parole, M. Taillou. Enfin, vous me posez une question bien embarrassante parce qu'il faudrait avoir des connaissances d'un point de vue des sciences administratives. Mais tout ce que je sais, parce que en fait, personnellement, j'aurais intervenu sur les raisons psychologiques qui font que les gens ne partent pas en retraite. Mais toutefois, en ce qui concerne votre question, il semble que au Cameroun, il y a une date, n'est-ce pas, de départ à la retraite. Tout à fait. Et je crois qu'il le précise, j'ai bien bonne souvenance, je pense que le Premier ministre avait déjà fait passer plus d'une fois des circulaires ou des rappels aux différents ministres que un fonctionnaire arrivé en bout de mandat doit nécessairement partir indépendamment du fait qu'il soit responsable ou pas d'une action ou d'une certaine responsabilité. Il doit partir en retraite à la date dite. Donc, ça c'est le principe. Maintenant, il se trouve certainement que Madame le recteur, n'est-ce pas, a été nommée par décret présidentiel. Donc, est-ce que de ce fait-là, elle déroge à cette loi, enfin, ce principe-là? Ça, je ne sais pas. Mais toujours est-il dit que il est bien recommandé que chaque personne à l'âge de départ à la retraite doit partir. Et vous vous souvenez, il y a une dame qui travaillait à comment elle s'appelle, je crois que c'est Madame Biwele, hein? Biwele Viviane. Ouais, Madame Biwele Viviane, qui a prêché par l'exemple. À l'IRMPM. Ouais, à l'IRMPM, qui est au moment, c'était 3 mandats non renouvelables. Elle a fait ces 3 mandats, n'est-ce pas, dans 9 ans, avant, et à la date la date qu'il fallait, elle est partie, elle a écrit simplement pour dire je suis partie. Elle n'a pas attendu qu'on nomme quelqu'un à la place, parce que vous savez que comme l'administration et le Cameroun est parfois d'une rapidité extraordinaire, il arrive que quelqu'un fasse 20 ans de plus, n'est-ce pas, au poste, alors qu'il devrait être parti en retraite ou devrait être allé vaquer à d'autres occupations. Donc pour revenir dans votre question,
est-ce que le monsieur qui a adressé cette lettre-là, certainement, il devait être dans le droit de rappeler que la dame devait aller en retraite, mais est-ce qu'il avait le droit de rappeler à une personne qui a été nommée par le chef de l'État? Ça, c'est encore une autre question, d'autant plus que les personnes qui sont nommées par le chef de l'État bénéficient des privilèges qui sont très souvent politiques. Quand vous êtes recteur d'université, il y a une dimension politique qui entre en jeu. Très bien. Merci. Pierre Bleriot-Niémec, avant de parler de cette affaire de mise à la retraite de manière un peu plus claire, nous faisons d'abord, mettons une petite virgule sur cette autre actualité du côté de l'université de Ngaoundéré. On a la nette impression que le ministre des Finances est en train de tirer les oreilles à son contrôleur financier. Alors, finalement, qu'est-ce qu'on comprend? Le contrôleur financier a mal fait de rappeler que le recteur avait déjà atteint l'âge de la retraite. Les pratiques administratives imposent le principe de la courtoisie. Ce que le ministre relève, c'est le manque de courtoisie dans la correspondance du contrôleur financier. Qui, s'adressant à sa hiérarchie, a fait montre de zèle et d'abus de pouvoir. Parce que, rappelons les termes de la correspondance. Il enjoint la rectrice dans un délai. C'est-à-dire que c'est M. Niémec qui écrit au DG de Info TV en lui donnant des délais. Aussi simple que ça ne se fait pas. Je suis DRHI, je rappelle au DG quelques dispositions de la loi en toute courtoisie. Les termes doivent être courtois. Il était dans son rôle parce qu'il y a un certain nombre de documents qui disent qu'après l'âge de la retraite, le responsable des finances doit recevoir la lettre de prorogation du chef qui lui permet de continuer à traiter avec lui. Sinon, les factures qui sont validées par le chef peuvent être imputées à ce responsable. On parlera peut-être de faute de gestion. Donc, il lui fait cette remarque, mais dans la politesse, dans la courtoisie. Il se fait que, à l'université de Ngaoundéré, c'est visible à travers la correspondance et à travers la réaction de la rectrice qui a porté plainte par une citation directe à son collaborateur. Il y a une citation directe. Nous créons d'ailleurs qu'il y ait tentative de mise en retraite par aide. Comme... Donc, il aide l'État à mettre les gens en retraite. Donc, c'est parce que les termes ont été discourtois que le ministre met dans son rôle. Et puis, dans les petites enquêtes que nous avons menées, il paraît qu'entre le PCA et la rectrice, les relations ne sont pas très bonnes. Il aurait instrumentalisé le responsable financier qui serait donc devenu zélé. Parce que, n'allons pas loin, dans le parallélisme des formes qui gouvernent l'administration, c'est celui qui nomme, qui enlève. Le chef de l'État nomme quelqu'un. La pratique voudrait que lorsque vous êtes à quelques mois de votre retraite, que vous adressiez une lettre à votre hiérarchie pour lui rappeler que vous allez vers la retraite et qu'elle veuille bien soit proroger, soit prendre les dispositions. Soit vous décharger. Vous décharger. Vous pouvez d'ailleurs estimer, au Cameroun malheureusement les gens ne le font pas, que votre santé, votre âge ne vous permettent plus de continuer à assumer de manière efficace. Parce que quand on a défini les âges de la retraite, faut-il le dire ici, les enseignants d'université vont à la retraite à 65 ans. C'est beaucoup. Bon, maintenant, des gens qui ont souvent mené des vies un peu... Alors, si vous n'êtes plus productif, il faut vous reposer. La retraite n'est pas une sanction, mais elle est perçue comme telle parce que la juvénilisation de l'administration n'est pas prévue. On est jeune à partir de 60 ans. C'est à partir de 60 ans qu'on est jeune. Et on ne sait pas jusqu'où ça s'arrête. Bon, cette situation est ambiguë. Bien évidemment, le trop de zèle qu'a montré ce contrôleur financier va se retourner contre lui parce que maintenant, c'est lui qui doit répondre sous 48 heures. Et vous voyez la prudence de l'administration. Le ministre dit que moi, je ne me fie pas aux réseaux sociaux. Mais au cas où, cette lettre serait de vous vraie, veuillez bien nous expliquer pourquoi vous avez écrit une telle lettre avec un tel ton.
Merci beaucoup. Mais vous ne pensez pas que peut-être qu'il adressera la même correspondance au ministre? Parce que Le contrôleur financier, là. au point où nous en sommes au Cameroun, qui fait quoi, qui dit quoi? Si nous sommes dans un désordre. Non, il ne faut pas. Qu'il ait fait ça vis-à-vis du recteur, n'est-ce pas? Vis-à-vis de la rectrice, on dit rectrice ou rectrice, je ne sais plus quoi, n'est-ce pas? Qu'il ait pu avoir cette audace-là. Quand on est dans un pays où il y a un désordre assez véritablement installé, on ne sait plus qui est qui. Il ne serait pas étonnant qu'ils disent au ministre, oh. Non, le problème, c'est qu'ils ont un petit débat là, Taillou, et parfois certains contrôleurs financiers, qui sont souvent, entre guillemets, détachés dans certaines administrations, disent toujours que non, le chef de cette administration n'est pas son chef, que le chef, c'est le ministre des Finances. Vous voyez, ils ont souvent ce petit débat-là. C'est-à-dire, le contrôle financier, par exemple, dans les universités, il te dit que non, il ne répond pas au recteur, son chef, c'est le ministre des Finances. Voilà pourquoi, vous voyez donc également, pourquoi le ministre des Finances lui-même vient également avec un ton également très dur à l'endroit de son contrôleur financier. Quand il y a un détachement d'un personnel administratif, il est rattaché hiérarchiquement à son administration d'origine. Mais il répond au quotidien à l'administration qui le gère. Ça veut dire que le contrôleur financier a pour chef direct dans une université le recteur. Parce qu'il y a le chef de l'université. Qui est le chef de l'université? C'est le recteur. Alors, on ne peut pas imaginer qu'il ne soit pas le chef de tous ceux qui travaillent là. Maintenant, il a son administration d'origine. Ça veut dire que le recteur ne peut pas affecter un contrôleur financier. Mais il peut demander qu'on reprenne un contrôleur financier avec lequel il n'a pas de bon rapport. Et c'est souvent arrivé. Par moment, même le recteur retire même la compétence au et puis, étant au Cameroun, là, j'ai parlé d'administration. Au Cameroun, il y a recteur et recteur. Je crois qu'il a fait ça parce qu'il est avec la dame de Ngaoundéré, là. Dès que tu fais, d'abord, lui-même, il te fait même chasser de l'université. Il te fait chasser de l'université. Il te fait même pas chasser. Tu n'entres même plus à l'université. Il ferme la porte. Il dit que c'est quand on va avoir un autre contrôleur que ça va continuer en tant que toi. Eric Achinkor, on va évoluer. Informations vérifiées. Ils sont nombreux, ces gouverneurs qui ont atteint l'âge de la retraite, mais qui sont toujours en poste. Ils sont nombreux, ces recteurs qui ont atteint l'âge de la retraite, mais qui sont toujours en poste, et plusieurs autres grands responsables de la République. Comment vous expliquez ce phénomène dans un pays quand même où plusieurs jeunes compétents tirent le diable par la queue? En fait, parfait, vous posez là un problème réel et vous nous balancez droit au cœur de la sociologie. Ici, vous parlez en d'autres termes de l'âge. Vous savez que l'âge joue un rôle important dans l'organisation de la vie d'une nation. Tout à fait. L'âge joue un rôle important dans l'organisation de la vie d'un individu. C'est-à-dire, l'âge c'est quoi? C'est la période qui va de la naissance à un moment donné de votre vie. Tout à fait. Et justement, quand on organise sa propre vie à soi, ou alors la vie de la nation ou d'un État, on prend en compte ces aspects. C'est pour ça que ce soit dans la Constitution, que ce soit dans les concours qu'on lance, on parle généralement de l'âge révolu, l'âge limite. On parle de mandat. Là, il y a un âge. Au Cameroun, par exemple, la présidence, c'est 7 ans. Nous sommes passés de 5 ans à 7 ans. Donc, la notion d'âge, la notion d'année, la notion de temps reste un élément important dans l'épanouissement même d'une nation. Alors, ceux qui peuvent perdurer, parce qu'en réalité, on pourrait se poser la question de savoir si l'âge a un impact sur la compétence professionnelle. Ça, il faut bien se dire qu'il n'y a aucune relation univoque et systématique entre l'âge et la compétence professionnelle. Il y en a. Attendez, je vous en prie. On va y revenir. C'est-à-dire, il y en a qui peuvent être âgés, mais qui ont acquis une certaine expérience et peuvent savoir s'organiser pour pouvoir effectivement être plus rentables. Mais sauf que avec l'âge, c'est important de le dire, parce que avec l'âge, il y a un affaiblissement physique où les cellules ne sont plus capables de répondre, où on ne peut plus faire certains exercices. Et du coup, il faut être capable de passer le témoin à des générations plus fortes.
et qui peuvent apporter mieux que vous. C'est pour ça que ailleurs, ceux qui ont une certaine culture savent que maintenant, je suis grand-père, je dois pouvoir me reposer, je dois passer la main. Quand on a vieilli, on doit faire ci, on doit faire ça. Donc, le problème n'est pas d'abord tant sur qui fait quoi, à quel âge, à l'âge de la retraite. Encore que l'âge de la retraite a été révisé. Mais sauf que au Cameroun, la jeunesse, le Cameroun est l'un des pays en Afrique subsaharienne qui a une jeunesse encore plus dynamique en termes de démographie. Ça veut dire que il y a plus de jeunes que de vieux. Je préfère le dire de manière triviale. Et vous voyez que lorsque vous restez à un poste pendant 10-20 ans, non seulement vous n'êtes plus rentable en termes d'efficacité, et ça là, ça se vérifie, mais aussi si vous avez atteint l'âge, on peut trouver un mécanisme pour vous envoyer là où vous pouvez être mieux. Et maintenant, le problème, c'est quoi? Et vous allez vous rendre compte que les tensions qui existent au Cameroun aujourd'hui sont animées par les jeunes qui pensent que eux aussi, ils ont le droit de pouvoir accéder à certaines fonctions. Et malheureusement, on a l'impression que les choses sont ficelées de telle sorte que les gens n'aient pas envie d'aller à la retraite. C'est ça, malheureusement, le problème. Et pour pouvoir arriver à donner la place aux jeunes, il faut que les jeunes eux-mêmes, non seulement qu'ils se forment, mais qu'ils montrent qu'ils ont la capacité de diriger, à condition que ceux qui sont là, qui refusent, je dis bien à condition que l'aîné leur donne la place. Pour le cas d'espèce, ils sont nombreux au Cameroun, qui sont très bien formés comme jeunes. Maintenant, comment ils vont montrer qu'ils ont la capacité de diriger si ils n'ont même jamais été testés? Vous avez dit quelque chose à l'entame de cette émission. Oui. Vous avez donné la possibilité à un jeune hier de s'exprimer. Oui. Mais c'est ce que vous devez faire. Et c'est ce que ceux-là doivent apprendre à faire. Nous sommes donc d'accord. Nous sommes d'accord là-dessus. Mais nous disons quand même que il y a des exceptions qui peuvent être faites. C'est-à-dire, si... c'est dans l'exception là qu'on est mort. Non, je dis, il y a des exceptions, parce que chaque structure a sa psychologie interne, ses réalités internes et ses réalités externes. Merci beaucoup. On va passer la parole d'abord à Muriel, avant de revenir à Mr. Taillou, qui veut absolument réagir. Muriel Andjé, c'est un véritable problème au Cameroun, cette affaire de mise à la retraite. Nous avons la nette impression qu'ils sont nombreux, ces hauts commis de l'État, qui ne veulent pas aller à la retraite. C'est vrai que Blériot nous expliquait tout à l'heure sur le plan administratif, pour ces responsables-là qui sont nommés par décret présidentiel, il revient également au même décret de les décharger. Et quand cela n'est donc pas fait, à qui la faute? Quand cela n'est pas fait, la faute est à celui qui a nommé. Tout simplement. Maintenant, à côté, il y a ceux-là qui n'ont pas été nommés, qui savent bien ce que prévoit la loi. Oui. Ils vont commencer à se prévaloir, ils vont vous dire, est-ce que les jeunes qui sont derrière, comme le monsieur voulait un peu expliquer, là n'est pas le problème. Ce que vous devez savoir, c'est que votre temps est arrivé. Pensez à votre avenir, pensez à votre retraite. Laissez, on va essayer de gérer. Encore que peut-être même votre bilan n'a pas été si bon que ça. Votre temps est arrivé, donnez un peu la chance aux autres. Et on a qui transforment cela en conflit intergénérationnel. Vous allez voir les vieux, entre guillemets, vous dire que non, les jeunes sont pressés. Ils ne sont pas pressés. Ils ne sont pas pressés. Le temps passe, l'âge s'accumule. Ils vont essayer, ils vont se mettre au pied du mur quand on veut tester le maçon au pied du mur. Il y a des jeunes qui sont vraiment bourrés de talent, bourrés de connaissances. Ils vont travailler à quel âge? Ils vont commencer leur vie professionnelle à quel âge? Voilà la grande interrogation. Sauf que moi, ayant un peu cogité, j'ai eu l'impression qu'au Cameroun, la majorité prennent la mise en retraite comme une punition. Et je pense que le ministre de la formation professionnelle l'avait encore dit, ce n'est pas une punition, c'est un moment de repos.
On n'a pas dit un repos qu'il Lui-même fallait est croiser. allé, Qui va... Il parle pour lui, il parle pour lui. Il est nommé. À chacun, on n'a pas extérieur des privilèges. Il est nommé. D'accord. Alors, on va dire ici que c'est un moment, pas de repos, c'est-à-dire aller se coucher ou bien, non, penser à autre chose. Il y en a, c'est vrai, on peut leur concéder. Toute leur vie, ils n'ont plus qu'à faire ce qu'ils ont fait pendant ce nombre d'années-là. Ils se disent, je ferai quoi? Ce n'est que là qu'ils ont appris à voir les avantages. Ils ne se projettent pas autrement. Quand vous êtes à 3 ans de votre retraite, commencez à réfléchir, qu'est-ce que je pourrais faire? Pensez à un projet. Si vous commencez à réfléchir à 3 ans de votre retraite, il me semble que c'est un peu C'est un peu tard. tard, c'est tard. Mais comme c'est la mentalité un peu camerounaise, hein, on se dit non, j'y tiens, je resterai là. Vous en voyez même qui sortent. On leur a même accordé vraiment du crédit parce que l'âge même et l'état physique, on se dit il y a un problème quand même quelque part. On a laissé quand même pour accepter que le chiffre sur le papier puisse être atteint, mais jusque-là, ils ne veulent pas lâcher prise. Je dis, ils gagneraient à penser, 3 ans c'est tard, même 5 ans avant. Qu'est-ce que vous aimez bien faire? La retraite, c'est ce moment-là pour faire ce que vous aimez bien faire, pour penser un peu à vous, pour penser autrement. Il y en a qui vont vous dire, j'irai où? Je n'ai pas un village, je n'ai pas... Il fallait le faire avant. Il fallait le faire avant. Si on se met à laisser comme ça, un matin, les jeunes vont se lever. Les jeunes vont se lever parce que les jeunes aussi, un an, on peut ras-le-bol. On va vous parler d'une affaire de est-ce que celui qui va venir sera compétent? Ce n'est pas là que se situe le débat. On dit la loi, c'est la loi. Quand le temps est arrivé, nous, pour les concours, on respecte. On parle de l'âge de révolution. Tu n'as pas l'âge, tu ne présentes pas de concours. Tu ne peux même pas aller te présenter. C'est ceux qui sont dans le canevas, dans l'intervalle de l'âge prérequis qui vont aller présenter ce concours. Il faut faire la même chose pour le départ en retraite. À vous de gérer vos carrières professionnelles, mais lâchez un peu prise pour que les jeunes aient un peu espoir. Tant soit peu. Mister Taillou, il y a un autre aspect lorsque nous parlons de la mise à la retraite au Cameroun, c'est l'aspect ayant trait aux prorogations. Apparemment, la réglementation permet également à ceux qui ont atteint l'âge de la retraite au niveau de certaines fonctions de demander une prorogation qui parfois leur est accordée. Vous avez donc un colonel qui a atteint l'âge d'aller à la retraite, il demande une prorogation, on lui donne encore 2 ou 3 ans. Vous avez un autre haut responsable qui a atteint l'âge de la retraite, il demande une prorogation, on lui donne encore 2 ou 3 ans, parfois elle est même renouvelable. C'est-à-dire que vous pouvez encore bénéficier de 4 ou 5 ans en termes de prorogation. Mais finalement, il s'agit de quoi? Pourquoi vous octroyez une prorogation alors qu'il y en a qui ont également des capacités comme vous, peut-être même plus que vous, qui peuvent continuer le boulot? On pourrait le comprendre, on aurait pu le comprendre si c'était un accident que dans ce poste-là, pour remplacer, imaginez un poste stratégique qui n'est pas quelque chose. Encore que l'État, n'est-ce pas, devrait se préparer et préparer à ce que dans 2 ou 3 ans ou dans 5 ans, qu'il y ait quelqu'un qui arrive à ce poste pour faire la relève. Et ça ne devrait pas se justifier, quoi. Ça ne devrait pas se justifier qu'on dise à quelqu'un, que quelqu'un nous dise, bon, je peux pas aller, ou qu'on lui dise, tu peux pas aller parce qu'il y a encore, il y a personne pour la relève. Mais en fait, le problème est beaucoup plus grand, me semble-t-il, hein, beaucoup plus large, je pense, mais les autres vont me corriger tout à l'heure. Nous n'avons pas bien suivi nos cours de philosophie quand on était à l'école. La philosophie, c'est pour nous apprendre à vivre et pour nous apprendre à mourir. Et la finalité même de la vie. Qu'est-ce qu'on fait dans la vie? Il se trouve que quand vous voyez des gens qui partent, qui ont du mal à partir en retraite, c'est parce qu'effectivement, ils n'ont pas compris ce que c'est que la vie, le sens de la vie, n'est-ce pas? Et on grandit et on meurt. Ça, c'est une chaîne. Et dans ça, on a à recevoir on reçoit la vie, on protège la vie, et après on prolonge, on la donne, on la transmet à d'autres. Autrement dit, pour revenir à la préoccupation qui est la nôtre, dans ce processus-là, à un moment de notre vie, nous travaillons pour, n'est-ce pas, accumuler une certaine expérience, certes pour nous, mais pour préparer aussi le devenir de ceux qui vont arriver après nous. Donc on prépare. Donc du coup, quand on arrive à l'âge de la retraite, si on a travaillé, parce que très souvent, je pense que vous allez être d'accord avec moi, on confond le travail et l'emploi. Les gens vont au travail, ils ont un emploi, ils arrivent à 8 heures, enfin ils arrivent à 10 heures.
À midi 11h, il a pris la pause. À 14h, il part et à 13h, je sais pas, paf, il est parti. Il s'est occupé pendant 3 ou 4 heures. Il n'a pas travaillé. Il a un emploi, mais il ne travaille pas. Donc, du coup, on peut comprendre que quand il arrive l'âge de la retraite, n'ayant pas travaillé, n'étant donc pas fatigué, n'est-ce pas? N'étant donc pas fatigué, il ne voit pas pourquoi il va partir à la retraite, il n'a pas encore travaillé. Il avait l'emploi. Vous voyez donc? Parce qu'on va en emploi, on va au travail, on va, comment dire, en retraite, ou même quand vous avez travaillé, vous êtes fatigué. Quel que soit ce qu'on vous dit, allons prendre encore une bière ou allons faire, vous dites que non, regarde, moi je veux dormir. Et on a beau vous dire que ici, là, moi, je vais dormir. Donc, comme il n'a pas travaillé et qu'il a occupé un emploi pendant toute cette vie-là, ça arrive à la dernière minute, il dit, il a du mal à partir. Et vous avez remarqué que, malheureusement, on nous dit que la majorité des fonctionnaires ou des personnes qui vont en retraite meurent dans les 5 ans qui suivent le départ à la retraite. Donc, vous pouvez comprendre je pense qu'on doit mener une étude pour comprendre vraiment cela. Et là, c'est parce que, comme je disais tantôt, le cours de philosophie, on ne sait pas ce que c'est que la vie. On n'a pas préparé on ne s'est pas préparé au sens de la vie. On ne s'est pas préparé à mourir. Or, c'est inéluctable. Donc, du coup, quand vous voyez ailleurs où les gens ont travaillé, à la fin, puisqu'ils sont là dans le processus de transmettre la vie aux autres, ils s'arrêtent, ils écrivent des livres, ils font la synthèse de ce qu'ils ont, de leurs connaissances pour laisser aux générations futures. Ils font des archives, ils vont au théâtre, ils ont une activité et ils s'occupent des enfants ou ils s'occupent à la transmission du savoir aux générations futures. Donc, vous voyez donc que parce que nous avons boycotté nos cours de philosophie, n'est-ce pas, où on ne comprenait même pas l'enjeu des cours. Beaucoup n'en ont pas fait. Oui, on ne comprenait même pas l'enjeu des cours de philosophie. On disait qu'il bavard encore trop. Mais c'est justement ceux qui ont eu du mal à avoir ces cours de philosophie, qui n'ont pas suivi bien les cours de philosophie, donc là, qui est donc de apprendre à vivre et apprendre à mourir, qui justement ont un problème au moment d'aller en retraite, parce qu'ils n'ont rien à faire en retraite. Vous allez leur demander, excusez-moi, je vais terminer par là, qu'est-ce que tu vas faire après la retraite? Il ne sait pas. Vous avez vu après la retraite combien de professeurs d'université, combien de docteurs, combien qui ont des compétences académiques se sont mis à écrire des livres pour transmettre leurs connaissances. Ils ne sont pas nombreux. Combien pendant la retraite vous disent « Je suis occupé à préparer l'avenir de mes enfants ». L'avenir de mes enfants, ce n'est pas en termes d'argent, c'est en termes de connaissances que je leur laisse. Ils ne vont pas venir recommencer, n'est-ce pas, ils ne vont pas venir recommencer la vie là où, alors que vous avez déjà fait le travail. Ils doivent venir trouver sur leur bureau, et parmi l'héritage que vous leur laissez, vous leur dites, bon, dans la vie, voici ce qu'il faut faire, voici ce qu'il ne faut pas faire, voilà comment on passe, et que ce soit sur le plan administratif, que ce soit sur le plan professionnel ou social, voilà comment on doit se comporter. Mais nous n'avons pas ça, et donc du coup, vous avez des jeunes qui arrivent, n'ont pas l'expérience de la vie, et vont passer aussi leur temps et à avoir du problème au moment d'aller en retraite. Merci, oui, bien. Lisons encore quelques préoccupations des téléspectateurs. Le docteur Nkili est impoli. Il est même en train de rappeler que le chef de l'État ne sait pas faire son travail. La nomination au poste de recteur est un poste politique. Elle est en retraite, mais elle a bénéficié d'un décret du chef de l'État. Et c'est le décret du chef de l'État qui va la retirer. On a des ministres qui sont des fonctionnaires à la base, qui sont déjà des retraités et pourtant sont toujours en activité du fait de la nomination. Le grade est personnel et la fonction appartient à l'État. Perfecto, que les jeunes attendent leur tour. C'est Pancras de Guibert. Ah, ça sont les amis de Blériot. Autre message. Bonjour à vous. J'ai un oncle qui travaille aux finances. Il a ouvert une boulangerie depuis plus de 20 ans. Aujourd'hui, il a cédé la gestion de la boulangerie à ses enfants parce qu'il ne pouvait gérer étant déjà trop âgé. Mais il continue quand même d'aller au travail au ministère des Finances. Chaque jour, il doit avoir presque 79 ans. Non. Ça, c'est Alain Dessos qui envoie le message. Bonjour, mon sac de modérateur et à ton riche panel. Par rapport à la problématique du jour, je me pose juste la question de savoir pourquoi lorsqu'il s'agit de concours, il y a limitation d'âge pour concourir, bloquant ainsi à certains compatriotes qui ont atteint l'âge de 40 ans d'exercer au moins pendant 10 ou 15 ans. Il faut donc que ceux qui atteignent l'âge d'aller à la retraite libèrent de
la place pour ceux qui ont l'âge de travailler. Je ne comprends pas pourquoi notre loi est dure pour limiter l'âge de présenter un concours et est laxiste pour ceux qui doivent aller en retraite. Que les mêmes dispositions s'appliquent. Bon sang. C'est David de Mandon qui envoie le message. Chers voisins, comment ça va? L'affaire des retraites là, c'est Dieu seul qui sait. On avait demandé à un ministre s'il peut démissionner de son propre chef. Le gars a d'abord ri fatigué. Vous comprenez donc que pour les retraités, c'est le helele. Je sais pas ce que veut dire le helele. Il y a Gaëlle de Bolova qui envoie un message. Qu'est-ce qu'elle dit? Bonjour parfait et bon début de week-end. Très belle émission. Un bonjour particulier à la dame. Bonjour. Je pense que demander au recteur d'aller en retraite, c'est demander à tout le gouvernement de faire pareil. Merci. Ne mélangez pas les choses. Les ministres vous ont fait quoi? Bonjour, cher René. Par rapport à votre thème, le problème, c'est notre grand-père qui est au sommet de l'État. Je ne sais pas de quel grand-père vous parlez. Signé Normand Lionel de Douala Bonabéry. Autre message, c'est Nathalie de Bernardo qui envoie le message. Malheureusement, Bernardo n'est pas là ce matin. Bonjour au panel. Mon beau-père Blériot, dis-moi la vérité. Tu es entré dans combien de cabas avant-hier? Perfect aussi est calé dans un cabas, d'où son absence d'hier. Nathalie de Bernardo, laisse-nous tranquille. Alors, Pierre Blériot, je vous repasse la parole. Il nous reste pratiquement 7 minutes à passer ensemble. Je voudrais quand même vous poser la préoccupation qui voudrait que pour l'heure, je sais pas si on va dire les vieux semblent avoir bloqué tout au niveau justement du travail. Je disais tout à l'heure que certains ont atteint l'âge d'aller à la retraite, mais demandent des prorogations et on leur octroie des prorogations. Il a atteint l'âge d'aller à la retraite et demande une prorogation de 3 ans, on dit oui. Après, il demande une deuxième prorogation de 3 ans, on dit encore oui. Donc, il a bénéficié encore de 6 ans. Entre-temps, ils sont nombreux les jeunes. J'insiste sur cette préoccupation. Bardés des diplômes. Parce qu'au Cameroun, Blériot, tous ces jeunes qui ont des diplômes ne sont pas tous des idiots. Il y en a qui sont des diplômés au Cameroun, mais qui sont également très compétents. Qu'est-ce qu'on fait d'eux au moment où nous passons le temps à proroger pour le cas des vieux? Bon, je vais essayer de dire une petite vérité. Tout s'est joué à partir des années 90 avec les tripatouillages électoraux. Les gens ont rendu des services et on a cru devoir leur retourner l'ascenseur. En fait, il y a une théorie cachée au Cameroun, ceux qui ont sauvé l'État. Il y a des gens qui ont sauvé l'État. Ça commence en 84. Il y a des gens qui ont sauvé l'État. Dès que vous avez compris le concept de on a sauvé l'État, on ira donc ensemble jusqu'au bout. Parce que les nouveaux, on ne les connaît pas. Si on laisse entre... Voilà la vérité. Les nouveaux, eux, ils ont trahi l'État. Non, on ne les connaît pas. Vaudrait mieux rester avec ceux qu'on connaît, ceux qui ont sauvé l'État. Regardez la haute administration camerounaise. Si je commence à vous citer les gens qui ont sauvé l'État, qui ont plus de 85 ans, honnêtement, biologiquement, mais ils ont pour grande mission d'avoir sauvé l'État. C'est pour ça que vous avez un SG, par exemple, du Sénat, parmi les gens qui ont sauvé l'État. Vous avez vu ces revendications dernièrement. On peut en citer. Donc, ça a bloqué le système. Ceux qui ont sauvé aussi l'État en 92 sont là. La plupart de nos sous-préfets de l'époque, devenus préfets et autres, ont atteint l'âge de la retraite. Et ils ont rappelé qu'ils avaient quand même pris des risques. On a failli les tuer dans des villages pour avoir porté les urnes, fuir sur les motos. Donc, ils ont sauvé l'État. Ainsi de suite. Comme ceux-là ont sauvé l'État, il faut qu'ils restent là jusqu'à ce que Mais vous verrez, tous les nouveaux organismes qu'on met sur pied, on nomme un homme qui a à partir de 70 ans en montant. Mais vous vous demandez,
Le frère a essayé de faire, je ne sais pas s'il faisait un appel de pied à qui que ce soit. En général, il est très percutant. Mais là, il a bloqué. Mais quand vous devez faire des appels de pied et tout, c'est souvent, vous voyez, ça se mélange. Non. Vous n'avez pas à savoir si celui qui vous remplace est performant. Ce n'est pas ton rôle. Ce n'est pas votre rôle. Quand votre temps arrive, partez. Donc, je vais conclure parfait ici, si vous permettez, en souhaitant un joyeux anniversaire à quelqu'un. Samuel Eto'o fils. C'est son jour anniversaire. Samuel Eto'o fils est né un 10 mars. Ah bon. Donc, je lui souhaite joyeux anniversaire et je souhaite que Espace Miné lui souhaite joyeux anniversaire. Tu es devenu son ami? C'est pas une affaire d'amitié, on n'est même pas ennemis non plus. Ah, d'accord. Moi, je dis la vérité aux gens, à mes amis comme à ceux qui ne m'aiment pas. C'est tout. Dès que vous apprenez à supporter que je vous dise que je suis pas... Vous voyez, je viens de tacler Eric. Donc, dès que vous acceptez que je vous dise ce que je pense, comme vous avez aussi le droit à la fin. Comme vous avez aussi le droit de me dire ce que on va souhaiter joyeux anniversaire au 9 tout à l'heure. On finit d'abord avec Eric Achille. Eric, au finish, que faisons-nous pour cette situation de retraite et de retraités au Cameroun concernant le respect de l'âge? Je dis qu'il faut respecter l'âge parce que c'est la base de la vie. Et c'est à travers l'âge qu'on a espoir. On se dit toujours, j'ai encore 5 ans pour pouvoir aller à la retraite, je vais m'organiser ou encore... Donc, il faut que ceux qui gouvernent sachent qu'il y a aussi des autres qui ont des ambitions. Il faut éviter de bloquer les autres parce que la manière dont les choses fonctionnent laisse croire que on s'est assis et on a dit personne après nous. Et il faut savoir que la sélection, elle est naturelle. Qu'on monte ou qu'on descende, vous allez partir. C'est ça l'âge. Vous allez mourir. Mais maintenant, qu'est-ce que vous allez transmettre aux jeunes générations? Permettez aux jeunes enfants de pouvoir travailler. Le problème également, c'est que on nous fait croire qu'on est toujours jeune. À mon âge, moi, on me fait croire que je suis jeune. Et que vous êtes tous ici jeunes. Non, vraiment, cette affaire-là, c'est de l'arnaque. Parce que Eric Achille, ces gens-là, j'ai failli commencer à être panéliste. Regardez un peu à quel moment ils ont commencé à être responsables dans ce pays. Pour la plupart, ils avaient 25 ans. 26 un peu moins ans. même. Voilà, 27 ans. Ils étaient à secrétaire généraux dans le ministère. 30 ans, ils étaient à ministre. Alors, vous voyez un vieillard qui a 40 ans, on te dit que tu es encore jeune. Donc, il faut attendre. Tu attends quoi? Au moins, donnez-nous de l'espoir. Donnez-nous aussi de l'espoir parce que nous aussi, on aimerait arriver là où vous êtes. Ne nous tuez pas. Vous voyez comment Eric est fort quand il ne doit pas faire Muriel, que faisons-nous de cette situation? Si le président de la République nous écoutait ce matin, et quelque part, quelque chose me dit qu'il nous écoute, que diriez-vous? Que diriez-vous au président de la République? J'ai envie de lui, avec beaucoup d'espoir, hein, vraiment avec beaucoup d'espoir qu'il nous écoute, qu'il nous regarde. Habituellement, le président de la République écoute mes émissions. C'est pas de la blague. Alors, j'ai envie de lui dire qu'il se rappelle que la jeunesse est le fer de lance de la nation et qu'il pense aux jeunes qui sont aux abois, des diplômés, des têtes bien pleines, bien faites, qui n'ont pas envie de partir à l'extérieur, qui ont envie d'occuper des postes de responsabilité, d'être mis comme ça au pied du mur dans leur pays. Merci beaucoup. Hein. Nous allons donc, comme Blériot, commencer avec sa séance de Happy Birthday. Donc, joyeux anniversaire à Verna Mbeyo. C'est également une fidèle téléspectatrice. Hein. Verna Mbeyo, c'est une grande boule de luxe. Alors, Taillou, vous vouliez faire une fleur à votre ami le Pichichi? Oui, non, Eto'o mérite vraiment, comment dire, un anniversaire. C'est un jour particulier pour le Cameroun. C'est un jour particulier pour cette famille-là parce que les génies comme Eto'o, on en a rarement une fois tous les 2 siècles dans un pays. Donc, véritablement, il est passé, certes, il fait au niveau de la FECAFOOT, mais ce que ce gars-là a été capable de faire et a fait sur le plan footballistique, je suis désolé, on parle beaucoup de Pelé. On parle beaucoup d'un certain nombre de joueurs, mais si vous regardez le palmarès d'Eto'o, c'est la personne qui a brillé, qui a brillé dans 3 championnats, pas n'importe quel championnat. Et il a été meilleur dans les 3 championnats. Et il n'a pas fait n'importe quoi. Or, Pelé a brillé, mais dans un pays, dans un seul club et dans un seul championnat.
Les autres joueurs ne l'ont pas fait. Cela veut dire que ce gars a une capacité, a un génie particulier, à être capable de partir là où il arrive, d'apporter la joie et d'apporter une dimension Très bien. différente. Donc vraiment, ce gars-là, je suis un fan d'Eto'o. Je sais que ça va peut-être gêner les gens, mais je suis un fan d'Eto'o. Vous êtes un homme libre. Bon. On a souvent dit qu'ici, nous sommes anti-Eto'o. Voilà. Alors que Non, moi, je suis un pro Eto'o. Mr. Tayou, Jusqu'à la voilà, carte. alors que nous consacrons des minutes pour souhaiter un joyeux anniversaire Ouais. à Samuel Eto'o. Combien de télévisions ont souhaité joyeux anniversaire Eto'o? Non, On est seulement en train de saler notre nom. Regarde. Le rue parfait n'aime pas Eto'o. Le rue parfait n'aime pas Eto'o vous a Eto'o. fait? Eto'o nous a fait quoi? Non, c'est Nous que- critiquons parfois, c'est tout pour qu'il s'améliore. Non, c'est le gars, Donc, c'est un magicien, ce gars. joyeux anniversaire donc au Pichichi, à Samuel Eto'o, l'un des plus grands footballeurs de cette Afrique, de ce continent noir. Lorsque nous avons dit cela, on dira merci également à Eric Achelenko qui était là ce matin, sociopolitiste. Merci à Pierre Bleriot Niamey qui restera mon consultant. Merci à Tayou Kamge, chef d'entreprise, qui est venu également nous rendre visite ce matin. Et pourquoi ne pas dire merci à l'enfant de la maison, journaliste à Info TV. Il s'agit de Muriel Angie. À 12h, vous allez retrouver votre journal de la mi-journée. Ne ratez surtout pas le journal de 19h ce soir en anglais, le journal de 20h en français. La rediffusion de ce programme, c'est tous les soirs à partir de 22h30. Quant à moi, je vous donne rendez-vous dimanche à 11h30 pour le grand débat de la semaine. Vous appellerez cela libre expression, tout en vous souhaitant un excellent week-end. Je vous pose néanmoins une question. Avec tout ceci,